Alors pour cette deuxième partie, on va aborder un certain nombre de thèmes qui sont assez importants, parce que nous avons donc l'éthique, la déontologie, la certification, la régulation, l'intelligence artificielle et les révolutions des usages, et on finira enfin par la lutte contre la désinformation et l'éducation aux médias. Donc on a toujours Pascal Ruffnac, le président du directoire du groupe Bayard, qui est toujours avec nous. Merci d'être là, et qui préside dans le cadre des EGI le groupe Citoyenneté, Information et Démocratie. Et nous a rejoint tout à l'heure Sébastien Soriano, qui est l'ancien président de l'ARCEP et qui a présidé dans le cadre des EGI le groupe Espace Informationnel et Innovation Technologique. On parlera notamment de l'intelligence artificielle. On va commencer par le premier thème, donc de la déontologie, de la régulation, certification, donc des sujets qui sont en ce moment très discutés. Je voudrais commencer d'abord par quelque chose de concret, la certification. Alors je sais que tout le monde autour de cette table n'est pas pour cette certification et de cette labellisation, mais déjà il faudrait définir ce que c'est la certification et la labellisation. Et Pascal Ruffnac, vous avez travaillé sur ces sujets-là notamment. Et vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la certification et la labellisation d'un média. Alors peut-être vous dire, pareil, là on a ici, je reviens sur nos anciennes, mais on a essayé d'écouter les citoyens. Je redis pour ceux qui arrivent que ces états généraux ont comme singularité par rapport aux précédents qui sont tenus en 2006, non 8, d'être vraiment, de militer sur deux sujets, la question du pluralisme et la question des citoyens, parce que tout le monde sent bien que les deux dangers, évidemment, c'est la perte du pluralisme, et on a des exemples, notamment outre-Atlantique, de médias qui disparaissent et d'une montée du populisme. Donc ça, c'est une inquiétude en France, et on voit en France ce qui a amené le groupe 2 à réfléchir à la question de santé publique, que des gens se détachent de l'information et n'ont plus accès à des représentations du monde qui leur permettent d'agir comme citoyens. Le but de l'information étant, entre autres, de pouvoir agir, d'être capable comme citoyen de prendre des décisions, de voter et éventuellement d'en faire plus. Donc ça c'est problématique, et c'est pour ça qu'on les appelle, que c'est des états généraux avec les citoyens. Nous, ce qu'on a repéré chez les jeunes, et chez les très jeunes, et chez les plus âgés, c'est une demande générale de repérage. Voilà. Les jeunes qui s'informent principalement à travers TikTok et Instagram, quasi uniquement du reste, voilà. La demande, c'est dites-nous quand c'est de l'information et quand ce n'en est pas. Dites-nous à quel moment c'est du sérieux, c'est pas du sérieux. On sait très bien que le principe même de ces plateformes, c'est de confondre, ou de ces réseaux, c'est de confondre l'information et le divertissement, de mélanger tout ça. Voilà. Et peut-être que parfois, du reste, même dans nos médias, il y a une attention à prêter à ça. Et là, il y a une vraie demande, c'est dites-nous à quel moment il s'agit d'information. Voilà. Donc ça c'est une demande qu'on a ressentie à peu près chez tout. Et moi, ça m'a étonné, chez les jeunes en particulier, qui sont assez conscients des médias qu'ils utilisent, des réseaux qu'ils utilisent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rentrent pas sur des médias après à partir de ces réseaux, mais il y a vraiment une demande de clarification et de repérage de ce côté-là. Voilà. Et puis évidemment chez les plus âgés aussi. Donc voilà, ça c'est une demande très forte. Quand un citoyen dit « moi j'ai besoin de m'y repérer pour savoir à quel moment on me dit quelque chose », quelle est l'ordre de l'information, c'est-à-dire vérifier, sourcer, etc. Qu'on puisse éventuellement me le dire que ça a été sourcé, etc. et que ça a été vérifié, voilà, ça nous semble important, la moindre des choses. Alors maintenant, labellisation, certification, on est en train de travailler dessus, parce que la question c'est est-ce que c'est l'information qu'on labellise, est-ce que c'est le média qui porte l'information qu'on labellise? Évidemment, ça change tout. On voit bien les dangers qu'il y a à rentrer dans une certification, une labellisation de l'information elle-même, parce que très vite, on peut toucher à la question de la liberté d'expression. Sur les médias, c'est probablement moins compliqué. C'est par exemple le GTI qui est proposé par RSF. Voilà, donc il y a différentes formes. On est en train d'étudier ces différentes formes, mais il me semble qu'il y aura une recommandation qui ira dans ce sens-là, en tout cas dans notre groupe. Après, comment ça sera repris au niveau d'un copil, etc., j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on s'achemine
dans une direction de celle-là qui permettent aux citoyens de s'y repérer, et d'être un meilleur citoyen, un citoyen davantage capable. Voilà. Vous parliez de RSF qui n'est pas là aujourd'hui, et notamment de son initiative, le JTI. Plusieurs groupes de médias en France se sont déjà fait labelliser. On pense à France Télévisions, France Média Monde, le groupe TF1, le groupe EBRA, le dernier qui s'est fait labelliser il y a peu. Alors je sais que c'est quelque chose qui ne fait pas consensus forcément sur la labellisation, et alors je sais qu'il y en a qui sont notamment contre, je sais que notamment au SNJ. Qu'est-ce qui vous dérange dans la labellisation d'un média ? Oui, bonjour à tous. Antoine Chuseville pour le Syndicat national des journalistes. Alors, moi, je rejoins Pascal Ruffnac sur un point, c'est qu'on doit la transparence au public dans les médias. Il y a une demande en ce sens, mais on ne pense pas que la bonne solution soit une labellisation a priori. Pourquoi ? Parce que la transparence, elle doit être valable pour tous les médias. Cette labellisation, il faudrait qu'elle soit accessible à tous les médias. Une labellisation, ça coûte beaucoup d'argent, il faudra qu'on le dise à un moment. Vous parliez du JTI, on parle de dizaines de milliers d'euros pour une labellisation, voire plus. Tous les médias ne pourront pas se payer ça. D'ailleurs, les médias qui aujourd'hui ont travaillé sur cette labellisation sont plutôt des médias qui font, comme France Télévisions ou autres, des milliards de chiffres d'affaires. Donc ça pose un énorme problème. Si cette labellisation, c'est juste celle des médias les plus riches, je pense que ça va même être contre-productif. Ensuite, cette labellisation, qui l'accorde ? Selon quels critères ? Moi, je ne les connais pas, ces critères-là. C'est important qu'on connaisse ces critères-là. Il nous semble, nous, plus pertinent que cette transparence vis-à-vis du public, que cette recherche de certification d'une information qui respecte les règles déontologiques, elle soit accessible à tous, donc à tous les médias, mais aussi à tous les citoyens, à tous les professionnels de l'information. Notre préconisation, c'est de demander à l'ensemble des médias d'adhérer au Conseil de déontologie et de journalistique et de médiation, le CDJM, qui est une instance que vous pouvez saisir gratuitement. Leurs décisions sont publiées en ligne, accessibles à tous. C'est généré par un débat constructif qui intègre des citoyens, notamment. Il y a des citoyens, il y a un collège citoyen au CDJM, des professionnels de l'information, des représentants des employeurs. Voilà, ça nous semble un système beaucoup plus transparent, beaucoup plus ouvert à tous, qu'une labellisation avec des critères obscurs est réservée finalement, à cause de son coût, à certains médias. Oui, c'est Vous m'entendez ? Excellent. Pierre Gand, je suis donc le secrétaire du CDJM. J'entends ce qui est dit par le SNJ. Je voudrais insister sur un autre point par rapport à la labellisation telle qu'elle est proposée. Il y a des choses qui m'étonnent dans la démarche de labellisation. C'est d'abord qu'elle est faite en interne et validée par des instances extérieures qui sont, on va dire, l'AFNOR pour faire court, mais c'est plus compliqué que ça. Donc c'est déjà quelque chose c'est le média lui-même qui s'auto-analyse. Après, c'est vérifié qu'il s'auto-analyse. Ensuite, dans les critères de labellisation, il y a des critères d'honnêteté et de transparence vers l'extérieur que je ne retrouve pas. Par exemple, et je rejoins là ce qui vient d'être dit, si un des critères de la labellisation, c'était « oui, moi, média, j'adhère volontairement à un regard extérieur sur mon respect de la déontologie », vis-à-vis du public, ça serait un message extraordinaire. Ça serait le message qui serait à dire « je peux me tromper, mais ce n'est pas moi qui vais me dire si j'ai tort ou raison. J'accepte le jugement d'une instance extérieure, indépendante, etc. » Ce critère-là, il ne rentre pas dans les critères de JTI. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ou plutôt, je crains de savoir pourquoi. C'est parce que si on accepte ce regard extérieur, ça veut dire, plutôt refuser ce regard extérieur, ça veut dire la déontologie, c'est mon affaire à moi, et c'est moi qui en juge. Donc nous, au CDJM, quand on s'est créé, et on n'a pas fait innovation, on se crée après un siècle d'expérience de conseil de presse en Europe et ailleurs. On est des copieurs plus qu'autre chose. On a dit la qualité de la réponse, et je vous rejoins, monsieur,
au public, c'est une réponse indépendante. Le public, non seulement il attend une labellisation ou une façon de savoir où aller, mais il attend a posteriori la possibilité d'avoir la réponse, mais est-ce que ce que je viens d'entendre a été fait selon les règles professionnelles du bon travail, les bonnes pratiques professionnelles. Et cette demande-là, elle est forte. Si on reprend ce qui a été dit au CSCE par les citoyens que vous avez réunis et auditionnés, moi, ce qui m'a frappé, ce qui ressort le plus, c'est où est-ce que c'est bien, ce que vous disiez. Peut-être que GTI est une réponse avec les amendements qu'on pourrait faire à cette idéalisation, mais surtout, où est-ce qu'on peut avoir la réponse où ce que j'ai entendu, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est bien, c'est pas bien. Quand c'est le média lui-même qui répond à cette question, il y a un doute, c'est lui qui s'auto-analyse. Quand c'est le médiateur payé par la direction de l'entreprise qui répond à cette question, il y a un doute, c'est encore lui qui s'auto-analyse. J'ai beaucoup de respect pour les médiateurs, il y en a dans cette pièce, mais quelle est l'indépendance au final, aux yeux du public, du médiateur ? Dans la polarisation des débats publics aujourd'hui, forcément, il y a un doute. Donc, il me semble qu'un des outils de la réponse à cette question, aux deux questions, celle que vous posiez et celle que je me permets d'ajouter, à savoir que le public qui veut savoir où, a posteriori, les choses ont été respectées, ça peut être une instance d'autorégulation indépendante. C'est pour ça qu'on a créé, avec d'autres, des entreprises de presse, des syndicats de journalistes et des journalistes, un conseil de presse indépendant. Il faut qu'il fonctionne. Et je pense que nous, ce qu'on attend aujourd'hui, notamment des États généraux, c'est que les États généraux incitent les médias à adhérer, incitent les pouvoirs publics à inciter les médias à adhérer. Il y a différentes façons, on y reviendra peut-être, on reparlera peut-être d'ailleurs des aides à la presse tout à l'heure sur ce chapitre-là, pour que la pratique de faire appel à une instance d'analyse, d'autorégulation, s'instaure plus dans la profession. Et en même temps, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, ça sera un excellent outil pédagogique à destination des citoyens. Le nombre de saisines que nous recevons de citoyens qui nous disent « tel journal a interviewé monsieur machin, c'est une faute déontologique ». Et auquel on répond aux citoyens en lui expliquant que ce n'est pas une faute déontologique, mais que c'est la liberté éditoriale du journal, que c'est la liberté rédactionnelle de traiter tel sujet, d'interviewer telle personne et pas telle autre, etc. Ça, sur le long terme, ça amène à une progression de la prise de conscience du public de ce que c'est le journalisme. Vous avez des études de Reuters qui sont connues, mais que je rappelle ici, qui montrent qu'il y a, dans les pays où il y a depuis longtemps des conseils de presse, un taux de confiance dans les médias largement supérieur à celui qui existe en France, dont on sait qu'il est de 33-34%, je crois à peu près, si je me souviens. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais en tout cas, il y a une corrélation intéressante, mais on reviendra sur d'autres points. Oui, on reviendra sur le CDJM. Sébastien Soriano, vous souhaitiez réagir sur la labellisation, un conseil de déontologie. Qu'est-ce qui peut redonner confiance aux médias pour les Français ? Oui, bonjour. Je vais décaler un tout petit peu le sujet, puisque donc nous, dans le groupe technologie, on s'est un peu posé la question de c'est quoi le paysage, en fait, finalement, de l'information à horizon de 5 ans, à horizon de 10 ans. Et du coup, je voudrais juste un peu essayer de resituer ce débat sans apporter évidemment de réponse définitive à l'intérieur de ce paysage, parce que au fond, la question qu'il faut se poser, me semble-t-il, c'est que si on veut une labellisation, c'est parce que quelque part, on veut une frontière, quoi, entre des bons et des méchants. Enfin, excusez-moi, je caricature un petit peu. Et donc, à mon avis, il faut quand même se poser la question de savoir c'est quoi le paysage à l'intérieur duquel on raisonne. Et effectivement, ce que nous, on constate, c'est que quand même l'accès à l'information, il est aujourd'hui très largement intermédié par des plateformes, et en particulier par des réseaux sociaux. Ce qui nous semble, dans nos travaux, être le cœur du sujet, c'est la question des algorithmes. C'est-à-dire que finalement, ce qui va être vu par les gens, c'est ce qui va être poussé par l'algorithme. Sur ce débat, en fait, on a eu tendance à surinvestir la question de la modération. On a beaucoup parlé de « oh là là, quand il y a une décapitation, il faut faire en sorte que ce ne soit pas visible des gens ». Et du coup, ça nous a amené à des questions extrêmement compliquées, parce qu'à partir du moment où il faut retirer un contenu, par une décision de la puissance publique, on arrive sur des questions de liberté de la presse extrêmement complexes. Ouh là là, c'est thermonucléaire, on ne peut pas toucher à ça, ou on peut le faire que dans des conditions extrêmement restrictives, et puis ça pose ensuite des questions de liberté d'expression. Et voilà, on se retrouve dans des débats à front renversé finalement par rapport à l'enjeu qu'on voulait résoudre initialement. Si on veut, de mon point de vue, traiter ces questions, en fait, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire regarder les algorithmes en face et se demander
comment est-ce qu'on veut que ces algorithmes fonctionnent à long terme. Et c'est, me semble-t-il, ça la question qu'il faut se poser. Et de ce point de vue, nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est de se poser la question en termes de pluralisme, pas seulement de pluralisme des contenus, mais aussi de pluralisme des algorithmes. C'est-à-dire que moi j'ai un passé de régulateur, hein, comme ça a été rappelé, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans la régulation de la concurrence, la régulation des télécoms, la régulation du numérique. Voilà, moi j'ai participé, je suis un vieux de la régulation du numérique, hein, puisque voilà, moi je me suis battu pendant 10 ans auprès de Fleur Pellerin, puis dans diverses fonctions pour qu'il y ait une régulation du numérique qui aujourd'hui arrive enfin avec le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Et un des éléments dont je suis intimement convaincu en termes de régulation, notamment du numérique, c'est que l'erreur, c'est de croire qu'on peut directement intervenir pour modifier le comportement des grands acteurs. C'est ce qu'on appelle dans la régulation une régulation de monopole. C'est-à-dire, on part perdant en se disant, il y a un gros acteur, il est là, il domine tout, et donc je vais essayer de lui demander de faire plutôt ceci, plutôt cela, ou de lui interdire ceci et cela. Or, en fait, c'est quelque chose qui est infernal à faire, parce que c'est très compliqué, ça bouge beaucoup, l'acteur va vous faire des recours, c'est très long, c'est très compliqué. En résumé, ça ne marche pas, la régulation de monopole. En revanche, ce qui marche, c'est d'essayer de créer un paysage incitatif dans lequel la personne, le monopole, va être tourneboulé, va être challengé, va être contredit. Il va y avoir plusieurs options qui vont être mises en place. Et c'est typiquement, évidemment, je ne sais pas, comparaison n'est pas raison, mais c'est typiquement ce qu'on a fait dans le monde des télécoms. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit dans les télécoms, France Télécom, hein, le bon vieux PTT, on va lui demander de tarifer à tel prix, et s'il vous plaît, monsieur France Télécom, faites un abonnement 4G, faites ceci, faites cela. On a dit, OK, France Télécom, vous avez un certain nombre d'actifs essentiels au fonctionnement des réseaux. Ces actifs vont être ouverts maintenant à d'autres acteurs qui vont pouvoir prester différemment sur ce marché. Et c'est par le jeu, alors en l'occurrence, c'est de la concurrence économique pure et dure, mais c'est par le jeu de cette pluralité, hein, pour introduire un peu la notion de pluralisme, c'est par le jeu de cette pluralité, en fait, qu'on va aller dans le sens de l'intérêt général. Alors, je ne veux pas être dans des théories ordolibérales, de main invisible, etc. Ce n'est pas mon propos, parce que, encore une fois, je pense que chaque secteur est différent. Mais l'intuition à laquelle on arrive, c'est que dans ce monde d'algorithmes, dans lequel le cœur du sujet, ça va être comment l'algorithme met en avant quelque chose. Demain, comment l'algorithme crée le contenu. On va se parler d'IA après. Le cœur du sujet, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait que ces algorithmes vont dans la bonne direction. Et notre intuition, c'est que ça se joue par capacité de faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'algorithmes qui soient mis en place. Et une des questions, c'est de savoir comment on ouvre cette possibilité, qui est une pluralité d'algorithmes, et ensuite, qui sont les acteurs qui incarnent cette pluralité d'algorithmes. Et donc, pour les mettre en avant. Vous souhaitiez réagir? Oui. N'oubliez pas de vous présenter. Oui, Cécile Dubois, je suis coprésidente du SPIL. Juste 3 petits points, 2 par rapport au JTI et aussi une réaction. Par rapport au Journalist Trust Initiative, je voulais juste faire 2 points. Le premier, c'est qu'on parle comme si ça allait éventuellement être mis en place, mais en fait, ça existe déjà, puisqu'il y a un accord de gré à gré entre le JTI et Microsoft sur le moteur de recherche LinkedIn pour valoriser les médias qui sont certifiés, ce qui veut dire qu'en fait c'est déjà opérationnel, et si on veut être valorisé sur LinkedIn, on a intérêt à se dépêcher de se certifier. Et demain, l'accord de gré à gré sera peut-être avec d'autres moteurs de recherche. Donc c'est maintenant en fait. Et ça passe pas par l'État, ça passe par des accords directs entre JTI et les moteurs de recherche. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, étant donné cette urgence, que le contexte, vous l'avez parfaitement rappelé, il est évidemment critique. On a une masse de désinformation, c'est un vrai problème. Comment on fait? Comment les moteurs de recherche font? Ils veulent voir une tête, et pour eux, c'est compliqué d'avoir ici la CPPAP, ici autre chose, et parfois dans beaucoup de pays, rien du tout. Mais donc, je rejoins les syndicats, les SNJ, qui posaient la question du budget, parce qu'effectivement, nous, on est un syndicat, on a beaucoup de petits éditeurs, et auquel autocertification, ça prend quelques heures. Mais après la certification, ça c'est autre chose, et c'est un budget qui est important, et pour l'instant il y a un petit peu un point d'interrogation parce qu'il est question de subventions, mais enfin les subventions, on en a parlé dans la table ronde précédente, elles servent à quelque chose, donc si on les utilise pour ça, on les utilise pas pour autre chose, donc il y a quand même une grosse question par rapport à l'économie. Juste un petit point par rapport à ce que vous avez dit, pour rebondir sur ce que vous avez dit.
parce que c'est vraiment quelque chose qu'on défend et on l'a défendu dans le cadre des États généraux au SPIL, c'est la question d'un bichet du numérique, ce qu'on appelle nous un bichet du numérique, et ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que on a un gros problème aujourd'hui, c'est l'hégémonie des plateformes et de leurs moteurs de recherche qui ne permet pas forcément de mettre en avant tous les médias. Et, et donc, après la Deuxième Guerre, la loi Bichet, c'était dans les kiosques de presse, dans tous les kiosques, vous avez tous les numéros. Alors, il y en a qui sont plus ou moins mis en avant, mais au point, vous êtes sûr de trouver tous les numéros. Et aujourd'hui, sur le numérique, comment on peut répliquer ça? Et c'est vrai que la question des algorithmes, elle est indispensable. Et ça veut dire qu'effectivement, c'est un rapport de force sur les algorithmes. Alors, je trouve que c'est assez intéressant le concept de pluralisme d'algorithmes, parce que ça ne veut pas dire bon, vous utilisez uniquement cet algorithme-là, puisque le rapport de force, c'est qu'aujourd'hui, l'algorithme, évidemment, c'est celui qui va faire un maximum de clics pour valoriser au maximum l'inventaire publicitaire. Mais c'est vrai que les plateformes, elles ont aussi intérêt à montrer patte blanche et montrer qu'elles font de la qualité. Donc, il y a vraiment une négociation intéressante là-dessus pour avoir ce qu'on appelle, nous, un équivalent de bichet du numérique, mais un pluralisme des algorithmes, c'est vraiment intéressant comme piste. Donc on a vu que les syndicats de journalistes étaient plutôt opposés à la labellisation, mais pour un conseil de déontologie. Du côté des organisations patronales, l'Alliance de la presse d'information générale, comment vous voyez les choses ? Alors, sur la question, donc pour Florent Rimbert, pour l'Alliance de la presse d'information générale, la question du conseil de déontologie, on en a déjà parlé de façon relativement vive ce matin, et donc je vais un peu me répéter. C'est un sujet qui est renvoyé individuellement à chaque éditeur, qui est libre ou non d'adhérer et de soutenir le conseil de déontologie. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de position, entre guillemets, de l'organisation patronale. Tout ce qui est autour du fonctionnement de la rédaction et de la supervision du travail de la rédaction et de l'ordre de l'éditeur individuellement. Et on a quand même une considération qui est de dire qu'on est chaque jour, quand on est un éditeur, on est chaque jour lu par des lecteurs qui n'hésitent pas à prendre la parole, à s'exprimer, à relever les erreurs, à commenter les articles et les contenus, et qui est libre chaque jour de ne plus acheter son journal ou de fréquenter un site web ou une application si le contenu ne lui plaît pas. Donc cette relation directe à l'audience est aussi une forme déjà de traiter aussi ces questions sur le contenu et la façon dont il est produit. Donc ça répond un peu à la question. Après, sur GTI, on n'a pas non plus de soutien collectivement. Individuellement, il y a des éditeurs de l'Alliance, vous avez cité déjà EBRA. Je crois que la semaine dernière, Les Échos, Le Parisien a annoncé que le groupe aussi souhaitait entrer dans la démarche. Donc il y a certes un mouvement, mais encore une fois, ça repose sur une volonté individuelle des éditeurs qui cherchent aussi à défendre leurs intérêts. On sait que la relation aux plateformes est un sujet très compliqué, à la fois sur la partie des négociations pour des rémunérations sur le droit voisin, potentiellement sur l'intelligence artificielle après. Typiquement, Microsoft a été cité tout à l'heure. Je rappelle qu'à date, il n'y a pas d'accord entre des éditeurs français sur le droit voisin et Microsoft. La loi est entrée en vigueur en octobre 2019. No pressure. Oui. Allez-y. Oui, sur la labellisation, juste vous présenter juste avant. Élise Descamps, secrétaire générale de CFDT Journalistes. Nous, on serait non pas pour une labellisation, mais pour une obligation de transparence sur un certain nombre d'informations, c'est-à-dire que dans les mentions légales du média, de tous les médias, presse écrite, audiovisuelle, web, etc., il y a un certain nombre d'informations obligatoires pour que le citoyen sache mieux de où on lui parle. L'idée, c'est de davantage responsabiliser le citoyen, faire de la pédagogie, pour dire il n'y a pas un média, il n'y a pas des médias qui sont estampillés fiables, parce qu'on pense que ce serait catastrophique, au contraire, parce que ça va être tous les complotistes vont s'en faire leur miel, mais de dire voilà, il y aurait des informations comme l'actionnariat, est-ce que dans ce média il y a une charte de déontologie,
combien il y a de cartes de presse, est-ce que le média est adhérent au CDJM. On ne porte pas de jugement. Ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de ne pas le faire. Mais simplement, le citoyen, il le sait. C'est là aussi que le média pourrait présenter sa propre définition de sa ligne éditoriale, le nombre de lecteurs, voilà, des critères à mettre en place, et puis qu'il s'engage évidemment à respecter la loi. L'écrire noir sur blanc, voilà, une coche, je m'engage à respecter la loi. Et après, celui qui ne coche pas, voilà, ça serait une espèce de déclaration d'engagement. Et donc nous, on serait pour cette transparence et ce degré minimal de l'information due aux citoyens sur qui on est. Parce qu'on se rend compte que ce qui nourrit la défiance, c'est aussi cette espèce de flou où on sait, voilà, où il y a un tas de personnes qui prennent des informations sans savoir de où elles viennent, qui est derrière, et ce qui nourrit beaucoup de fantasmes, parfois à tort. Voilà. C'est hyper bref, parce que je suis déjà intervenu, mais pour répondre à Florent Rimbert, donc moi, le SNJ à nouveau, attention aux réponses. On n'a pas besoin de certification, on n'a pas besoin de labellisation, nos journaux se vendent, nos télés sont regardées, etc. Il n'y a aucune corrélation entre l'audience d'un média et la fiabilité de ses informations. Là, j'espère qu'on est à peu près tous d'accord. Il y a des médias qui fonctionnent, qui ont une audience énorme et qui travaillent très mal, et d'autres qui ont une audience bien plus faible et qui travaillent mieux. Ça peut pas passer comme ça. Ça peut pas être un critère. En tout cas, ça nous semble une réponse vraiment insatisfaisante, quoi. Donc il y avait cette demande, en tout cas des Français, dans le cadre du CESE, qui est un peu ressortie, qui était justement de faire la distinction entre les fake news et les médias qui seraient producteurs de bonnes informations sourcées. Comment on fait concrètement pour réguler et quels sont les moyens? Alors on a parlé d'un conseil de déontologie des médias. Est-ce que c'est une proposition que les EGI vont faire? D'abord, je pense que Sébastien Soriano est remonté d'un cran dans cette question qui est vraiment intéressante. Et juste de dire, il n'y a pas que la question des médias ou de l'information, parce qu'il y a des tiers de confiance dans l'information qui peuvent nous apporter de l'information. Des tiers de confiance qui sont des sites de ressources, etc. Wikipédia, c'est une sorte de tiers de confiance. Du reste, il a sa propre déontologie, il fonctionne plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, le citoyen, pour s'informer, et du reste, c'est tout l'intérêt de renvoyer dans des articles vers d'autres de ressources, de rediriger, c'est d'aller vers aussi des sites de ressources qui apportent plein. Sur la guerre en Ukraine, il y a un site superbe qui fournit tous les jours des cartes, voilà, l'avancée des troupes, etc., qu'on peut suivre parfaitement, voilà, qui est parfaitement crédible avec des experts. Donc les experts aussi, c'est important, l'expertise, c'est important. Dans la science, où quand même le monde journalistique est plutôt faible aujourd'hui, je crois que c'est reconnu par tous, hein, en termes de compétences et même d'espace, etc. Il y a aujourd'hui des sites du côté de la science qui sont très intéressants à probablement labelliser, certifier, ou en tout cas reconnaître comme des sites ressources pour le citoyen, pour se former son opinion. Encore une fois, on est là pour défendre le citoyen et le pluralisme pour le citoyen. Ni pour défendre des éditeurs, en tout cas moi, ni pour défendre des journalistes, des métiers. On sait bien que c'est des conditions nécessaires à l'accomplissement des choses, mais ce n'est pas des finalités en soi. La finalité, c'est ce pluralisme et le citoyen. Voilà. Donc moi, je trouve que la question exactement comme la question de la modération, qui peut être une question importante. Et aujourd'hui, c'est compliqué de demander à une plateforme de faire et d'être à la fois son propre modérateur. Peut-être que c'est des fonctions qu'il faut confier à des tiers, par exemple, sur un réseau. Voilà, il y a des idées comme ça. En tout cas, l'idée de déconnecter, soit d'ouvrir par le pluralisme de l'algorithme, soit de permettre à des tiers d'entrer pour... j'allais dire pas prendre le contrôle, mais être capable d'avoir une connaissance de l'algorithme pour pouvoir intervenir par exemple, sur la modération. Moi, je trouve ça très intéressant aussi. Et on a auditionné évidemment le CDJM pour reconnaître leurs idées et lu leurs textes. Et on va prendre nos décisions à la suite de ça. Voilà. Enfin, nos recommandations. Oui, juste là, je retrouve une statistique là, que je cherchais tout à l'heure dans ma tête. 69% des contenus climato-sceptiques sur Facebook proviennent de 10 comptes. 10 comptes. 65% des contenus covido-sceptiques proviennent de 12 comptes. Donc en fait, la question, j'en reviens à la question de à quoi ça sert de différencier des gentils des méchants. Enfin, excusez-moi, je caricature. Si le sujet, c'est d'identifier ces 10 ou 12 comptes pour les arrêter, en fait, on sait déjà le faire.
on sait déjà le faire, on sait très bien les caractériser. Enfin, il y a des cartographies, des débats sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez le politoscope, par exemple, qui est défini par l'Institut des systèmes complexes. Définir ces comptes-là et la manière dont ils propagent l'information, dont ils deviennent centraux, leur technique d'influence, on les connaît, on sait les identifier. Ce n'est pas compliqué. Donc la question fondamentale, c'est pourquoi diable est-ce que les algorithmes vont amplifier ces comptes et faire en sorte que c'est ça qui apparaît dans cette espèce d'espace public qui est créé par les réseaux sociaux au détriment d'autres contenus. Donc la question, c'est finalement, est-ce qu'on veut courir après les méchants ou soutenir les gentils, hein? Ça dépend un peu des deux, mais en tout cas, courir après les méchants, c'est uniquement une question de volonté. Donc voilà, on n'a pas besoin de label, on n'a pas besoin de labellisation pour savoir qui sont les gens qui sont en train de mettre en place des stratégies d'influence et de propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux. On n'en a pas besoin. Donc, on tourne un peu au sujet de l'IA, qui est un exemple important, en tout cas qui va changer sur la manière de traiter l'information et d'accéder à l'information. Justement, sur la régulation de l'IA, on a vu récemment le groupe Le Monde signer un accord avec OpenAI pour l'utilisation des contenus, des articles. Comment on peut justement réguler, être transparent auprès des lecteurs sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative? Pourquoi faire? Avec quel enjeu derrière? Parce que, non mais je suis désolé d'être un peu provocateur, c'est vrai que ça nous perturbe ces intelligences artificielles, mais à la fin, pourquoi? Voilà, moi je me sers de ChatGPT pour écrire mes notes, etc. Enfin, je suis très content, quoi. Bon, j'imagine que vous aussi. Donc la question fondamentale, me semble-t-il, n'est pas celle-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas celle que je vois. Ce que je trouve un peu effrayant quand on se projette à long terme dans un monde d'IA, hein, c'est que là, on a connu un premier mouvement des algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes se sont substitués au réseau de diffusion. Donc, pour revenir à l'exemple de Bichet, les algorithmes se sont substitués aux mécanismes qui faisaient que la presse était mise sous vos yeux. Le coup d'après, c'est que les algorithmes vont maintenant intervenir dans la production des contenus eux-mêmes. Et donc on peut imaginer un monde, comme on dit en bon français, où on va passer du one-to-many au one-to-one. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'information soit livrée sur mesure, hein, c'est-à-dire que vous ayez, voilà, dans une logique d'assistant personnel typiquement, demain que vous ayez une information qui vous soit fournie au milieu d'un flux de la météo, de divertissement, etc., qui soit une information qui corresponde à vos goûts, à vos préférences, ou voilà, je veux le même flash info que Barack Obama, enfin voilà, vous voyez ce genre de proposition qui vous soit faite. Et donc, voilà, moi c'est un peu dans ce monde-là que j'essaye de me projeter, de me dire, c'est quoi les enjeux? Est-ce que la question c'est se dire, ah oui, dans ce monde-là, j'ai besoin de distinguer un contenu dans lequel il y a de l'IA et un contenu dans lequel il n'y a pas d'IA? En fait, il n'y aura plus de contenu dans lequel il n'y aura pas d'IA, d'une manière ou d'une autre. L'IA, elle interviendra bien à un moment pour... voilà, modifier l'information, la mettre en forme, éditorialiser, excusez-moi, c'est un gros mot parlant d'une IA, mais enfin, on va quand même vers un monde qui va être très déterminé par les algorithmes de plus en plus. Qu'il soit d'IA ou pas, finalement, la question est secondaire. Et donc voilà, me semble-t-il, quand on se pose cette question de réguler l'IA, fondamentalement, on revient à cette question de la régulation des algorithmes, de savoir comment est-ce que dans ce monde qui va être massivement gouverné par les algorithmes, on arrive à créer des incitations, un réseau d'incitations, voire un réseau de BAF, hein, si c'est nécessaire, mais un réseau d'action qui va faire que ces algorithmes vont aller dans le bon sens. Et c'est ça la question fondamentale, et c'est pas de savoir s'il y a de l'IA ou pas. Enfin, bien sûr, enfin, c'est important aussi, mais je veux dire, à long terme, c'est pas ça la question principale qu'on va devoir se poser. Alors maintenant, je voudrais quand même réagir sur la question du monde. Voilà, parce que forcément, ici on aime l'actualité. Donc évidemment, je ne vais pas donner de réponse tranchée, et c'est encore moins au nom des EGI. Je pense qu'on est à un moment où effectivement se pose la question de la contribution d'un certain nombre de contenus pour l'élaboration de ces IA. Bon.
Les points de vue sont nombreux sur le sujet. Je suis intervenu, quand je suis arrivé, il y avait un bout de discussion on a parlé de gestion collective, je crois que le mot a été prononcé. Voilà. Je dirais que la difficulté pour les EGI de dire quelque chose de précis sur ce sujet, c'est qu'on voit bien qu'il y a, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, on voit bien qu'il y a une tension entre, d'une part, le fait que oui, ce serait bien quand même qu'il y ait un front uni. Ce serait bien quand même. Voilà. Mais d'autre part, le fait que jusqu'où la puissance publique peut aller pour y aider, parce qu'on est dans un secteur dans lequel on n'est pas particulièrement désiré. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une tension à laquelle il faut réfléchir, et il y a quand même une responsabilisation du secteur qui devra, me semble-t-il, lui-même aller vers, s'il veut aller vers une forme d'unité, ou au moins de faire un peu plus masse pour peser face à ces acteurs. Et moi, je vous retourne un peu la question, c'est-à-dire que moi, j'aimerais vous entendre sur quels sont les bons modèles, quelle est la bonne posture pour la puissance publique vis-à-vis du secteur pour aider à ça, sans aller trop loin avec nos gros sabots de l'État qui ne va pas commencer à structurer le secteur de la presse, quoi. Alors je voulais réagir sur vos propos antérieurs et je ne veux pas prendre la conversation sur l'IA, j'espère qu'elle va rebondir. Vous parliez de la capacité qu'on a à identifier des comptes qui créent des contenus de fausses nouvelles. Dans nos contributions, alors moi je m'occupe de l'APEM, l'Association pour l'éducation aux médias, ce sont les éditeurs de presse quotidienne et magazines. On a proposé de mettre les plateformes face à leurs responsabilités, puisque s'il y a peu de créateurs de contenus faux, il y a des diffuseurs de contenus faux qui s'enrichissent très largement, c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs et qu'ils le laissent. Comment est-ce que vous, du côté des EGI, vous voyez ce rapport aux plateformes, mais la question se posera pour les algorithmes ou pour des canaux de diffusion sur des chaînes WhatsApp ou Telegram par exemple, pour les contraindre justement à respecter ou avoir des comportements vertueux au nom de la protection de l'information? Oui, bon, enfin c'est un peu le cœur de ce qu'on essaie de craquer, donc bon, je vais pas, voilà, les EGI, c'est des groupes de travail qui participent à un processus qui, lui, n'accouchera qu'au mois de juin, hein, donc bon, je ne vais pas commencer à dévoiler en détail ce qu'on va proposer. Je dirais qu'il y a une proposition qui nous paraît intéressante, qui a été formulée par plusieurs acteurs, qui est la notion de dégroupage des réseaux sociaux. Donc le dégroupage des réseaux sociaux, en fait, ça consiste à considérer un peu le fil des réseaux sociaux comme une espèce de matière première. Finalement, ce fil, c'est le nôtre. C'est quand même les contributeurs. Enfin, on l'oublie souvent, hein, mais quand on va sur Twitter, on lit ce qui a été écrit par les gens qui contribuent. C'est pas Twitter qui a écrit quelque chose. Bon, voilà. Donc finalement, c'est revenir un peu à cette matière brute et de se dire, bah, écoutez, merci Twitter, enfin merci X d'avoir rassemblé ce fil, mais maintenant on va s'organiser pour le hiérarchiser nous-mêmes. Voilà. Donc c'est ça l'idée du dégroupage, c'est de permettre que lorsque vous rentrez sur un réseau social, vous ayez la possibilité d'accéder à plusieurs possibilités de présentation de ce flux. Plusieurs possibilités en termes de modération. Vous pourrez par exemple choisir d'avoir quelque chose de particulièrement restrictif sur voilà, hein, ce qu'on appelle les propos gris, hein, où se trouvent les propos haineux typiquement, qui sont difficiles à classifier, qui ne sont pas des propos illégaux, qui sont des propos qui posent quand même problème. Donc là, on est débarrassé, hein, quand je vous parle de ça, du sujet légal. On n'est pas en train de dire qu'est-ce qui est interdit ou autorisé, on est en train d'offrir à un utilisateur un paramétrage de ce qu'il va voir. Hein, c'est pas la même chose. Et du coup, du point de vue de la puissance publique, de ce qu'elle peut apporter là-dedans, on est dans offrir un éventail de possibilités aux gens et pas en train de censurer. Hein, c'est important, c'est des nuances qui sont très importantes, y compris en termes de cadre légal pour pouvoir faire ça. Et puis ensuite, vous avez, donc ça c'est la partie modération, et ensuite vous avez la partie recommandation, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des options de recommandation qui vont mettre en avant différents contenus. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, d'avoir des recommandations pour les enfants, qui soient adaptés à des contenus éducatifs, pédagogiques, voilà. Vous pouvez imaginer, j'en sais rien, je rêve, hein, pourquoi pas qu'un média traditionnel décide de proposer une hiérarchisation de ces contenus.
Voilà, tout est possible. Et donc dans ce monde de dégroupage, qui est un monde évidemment à construire, même s'il y a déjà des initiatives intéressantes qui sont prises voilà, par des réseaux sociaux alternatifs, qui malheureusement n'ont pas pignon sur rue comme les grands réseaux sociaux actuels, eh ben, c'est une manière, pour répondre très directement à votre question, ça pourrait être une manière, à travers ce dégroupage des réseaux sociaux, de faire intervenir ce pluralisme des algorithmes, et donc de permettre qu'il y ait différentes options qui soient mises en place. Et notamment, un des sujets, j'en reviens à la question de loi Bichet du numérique, une des difficultés qu'on a à transposer la loi Bichet telle qu'elle était prévue en 1947, dans un monde numérique, c'est qu'il faut être réaliste. Enfin, je veux dire, on voit déjà les kiosques à journaux qui croulent, et donc des travaux sur l'assortiment, dans ma mémoire de l'ARCEP, il y avait des travaux là-dessus. Donc on voit que dans un monde numérique, on ne pourra pas tout afficher. Donc la neutralité, la non-discrimination absolue dans laquelle tous les contenus auront pignon sur rue, ça n'existera pas. Et donc de ce point de vue, on voit bien qu'il y a une facilité à plutôt essayer de promouvoir des bons algorithmes qui vont faire des choix. Enfin, voilà, il y a toujours un choix qui est fait, qui vont faire des sélections, des mises en avant. Mais que c'est par le truchement de la multiplicité de ces options qui seront offertes qu'on va tirer le secteur dans la bonne direction, plutôt qu'en allant réguler précisément le comportement des différentes plateformes dans leur hiérarchisation à elles. Là, on parle de l'intelligence artificielle d'un point de vue usager, d'un point de vue journaliste. Quels sont les avantages, quels sont les dangers, à quoi il faut faire attention. On a vu de plus en plus de médias adopter des chartes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Comment réguler ça à l'intérieur des entreprises? Excusez-moi, parce que alors là, du coup, c'est plutôt le côté éditeur, éditeur et journaliste, mais parce que pourquoi aller voir ce qui vient de l'IA ou pas? Il y a quand même un enjeu économique fort. Alors, on ne va pas faire la redite de la table ronde précédente, mais enfin, il y a quand même un petit souci, c'est que l'intelligence artificielle, elle va pas produire l'information, elle va donner des réponses, mais elle ne va pas aller interviewer les gens, elle va pas, à moins qu'elle dispose de drones qui vont aller faire des reportages avec des gens, des ordinateurs qui vont faire les interviews. La production de l'information, la production des articles, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore les journalistes et les éditeurs qui le font. Donc on a un vrai problème de captation de la valeur ajoutée des entreprises de presse, des producteurs d'information, presse ou audiovisuel ou n'importe, enfin tous ceux qui font de l'information, les journalistes. Et ça c'est un enjeu, parce que c'est un enjeu économique, parce que si en fait l'intelligence artificielle elle fait un truc génial, effectivement, moi je demande le journal façon Barack Obama, ok, et puis demain façon n'importe, peu importe, super, c'est génial pour l'utilisateur. Mais sauf que si après le producteur d'information il n'a plus de modèle économique, l'information elle va s'amenuiser. Donc il faut quand même répondre à cette question. Et il y a peut-être en tout cas il y a un rôle indispensable des pouvoirs publics, c'est qu'à partir du moment où nous, producteurs d'information, on a besoin d'identifier qu'il y a une distorsion de concurrence potentielle avec des IA. Nous, on produit l'information, on a en face des IA qui vont récupérer cette information pour nourrir le lecteur à peine en nous citant, parce que les futurs moteurs, les nouvelles applications, on n'est même pas cité, où il faut faire une démarche proactive de l'utilisateur pour retrouver le média d'où ça vient. Il faut qu'on puisse saisir d'éventuelles autorités de la concurrence, etc., pour faire entendre notre voix, pour forcer les plateformes à négocier. On parlait tout à l'heure c'est vous qui disiez il y a des droits voisins, va falloir que ça aille beaucoup plus haut. Il faut pouvoir forcer quand même les gens qui récupèrent la valeur ajoutée de ces IA à négocier des droits voisins x10, x100 avec les producteurs d'informations. Oui, bonjour, Razilis Lebert pour le SNJ, Nouvelle République par ailleurs, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, enfin ça le sera bientôt, j'imagine. Concernant l'intelligence artificielle et la question des chartes, je dirais que les chartes n'engagent que ceux qui y croient, donc c'est pour ça que nous, au SNJ, il y a la charte d'éthique qu'on souhaite étendre et adosser à la convention collective, pour que ce ne soit pas que ça ne reste pas un document non opposable en fait. C'est que ces textes-là de bonne volonté posés par des directions, on n'a aucun moyen
en fait, si elles sont transgressées, de les opposer à quoi que ce soit. On ne peut pas réunir un CSE, etc. Il ne faut pas oublier effectivement que l'intelligence artificielle, c'est exposé en long et en large dans les propositions du SNJ pour les EGI, mais c'est une modification conséquente technologique dans les rédactions, et donc ça doit nécessairement passer par les représentants du personnel et les représentants journalistes en fait, parce que les premiers concernés, c'est ceux qui sont dans les rédacs, c'est ceux qui vont subir effectivement cette mise en place, souvent à marche forcée. Enfin, les collègues de l'Est républicain, pour ne pas les citer, en ont été les premiers témoins, c'est-à-dire qu'il a fallu taper très, très fort du poing sur la table pour les représentants du personnel, pour que l'expérimentation qui était lancée un peu comme ça, genre l'Est républicain, Teslia, youpi, ça fait un beau titre, soit remise sur la table de manière sérieuse en disant attention, vous allez où, vous voulez faire quoi, avec quels collègues et dans quelles conditions. Donc il a fallu exiger des expertises, exiger une étude sur le terrain, et puis donc la première inquiétude pour nous forcément en termes de défense des journalistes, c'est l'emploi, puisqu'on sait que de toute façon la tendance aujourd'hui, quand on nous intègre une nouvelle technologie, c'est de supprimer des emplois. Donc on a beau nous défendre que ça va supprimer de la pénibilité, visiblement en général ça supprime des postes. Donc il y a cette première crainte, et ensuite il y a la crainte effectivement de perdre la main sur l'information locale. Nos collègues nous le disent, nous le rappellent, l'IA actuellement dans sa génération de textes et de mise en forme ne distingue pas la vraie information de la fausse. Les sources qu'elle peut aller chercher, les recoupements qu'elle peut faire, elle va recouper dans ce qui est à sa disposition. Donc le web à sa disposition, vous en parliez, il y a peut-être 12 comptes covido-sceptiques ou climato-sceptiques, sauf qu'ils sont tellement pertinents qu'elle peut aller les prendre pour justifier un covido-sceptique qui cause dans le journal en fait. Et donc là, si on n'a pas un journaliste derrière pour aller vérifier, on va effectivement vers des dérives déontologiques qui sont graves pour nous en fait. C'est pour ça que l'IA pour nous ne peut s'accompagner que d'études strictes, que de surveillance, et bien évidemment de journalistes formés et qui sont en nombre suffisant pour l'utiliser de manière intelligente en fait. Et justement, Pascal Ruffnac à La Croix, je rappelle que le groupe Bayard donc, édite notamment La Croix. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que vous regardez? Comment vous voyez pour l'évolution du métier de journaliste? Non, bon, on essaye de lancer des expérimentations. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est comment, en tout cas pour un groupe de médias qui a un patrimoine ou des richesses pour tel ou tel public, dont certaines sont pas intemporelles, mais en tout cas voilà, toujours d'actualité, comment on peut les mettre en valeur davantage. Parce que c'est un des soucis, c'est qu'aujourd'hui nos patrimoines ne sont pas tellement mis en valeur. Les archives, etc., ça fonctionne, mais quand même assez faiblement. En tout cas, c'est pas du tout rémunérateur pour les médias aujourd'hui. Et là, on a, avec l'intelligence artificielle, je dirais, entraîné dans un monde clos, une capacité de mettre en valeur de façon incroyable un patrimoine déjà produit. Et par exemple, je vous donne une idée sur laquelle je réfléchis. Nous, on a pas mal d'étapes de la vie qu'on couvre, des tout petits aux très âgés. Voilà, c'est comment un moteur pourrait mettre sur toutes les étapes de la vie à disposition un patrimoine qui dise, pour apprendre à lire, tiens, et qui va chercher dans J'aime lire, dans La Croix, dans je sais pas quoi, Notre Temps, dans d'autres titres, et qui propose à nos abonnés, parce que la difficulté aujourd'hui, en tout cas pour des abonnés en jeunesse, vous voyez bien que recevoir 12 numéros par an d'un journal, d'un magazine, ça devient extrêmement ringard. Voilà. L'abonnement aujourd'hui qui est en train un petit peu de faiblir, hein, et la difficulté de l'abonnement digital, je rappelle qu'il n'y a que 50% des gens qui restent fidèles à un titre en s'abonnant en digital. Hein. Tous les ans, il faut aller en récupérer la moitié de ceux que vous avez recrutés 9 mois avant. Donc c'est extrait. Donc il faut trouver une façon, et aujourd'hui on sent cette faiblesse de l'abonnement dont je parlais tout à l'heure là. Voilà, pas mal de personnes aujourd'hui, quand ils ont fait Spotify, Netflix et Canal+, ils considèrent que leur plein d'abonnement est fait. Voilà. Et en France, on n'est qu'à 11% des citoyens qui prennent un abonnement. C'est 32% dans les pays du Nord, etc. C'est très faible, et c'est moins fort qu'il y a 50 ans en France, hein, je le rappelle. Donc on a un vrai souci du côté
d'intéresser les citoyens à venir et à faire un acte volontaire d'achat et de... Je finis juste, je vous laisse la parole. Voilà, donc comment l'intelligence artificielle peut mettre en valeur un patrimoine et puis vos marques qui sont reconnues depuis tant d'années éventuellement par des lecteurs. Voilà, ça pourrait accompagner, par exemple, un abonnement à un titre, un média d'information. Ça pourrait accompagner un service aux abonnés qui viennent puiser, mettre en valeur un patrimoine, rémunérer aussi l'ensemble de la chaîne, etc. Voilà. Bon, c'est par exemple le genre d'expérience qu'on fait, très concrète, très pratique. Et puis après, il y a tous les autres usages qui sont sur la finance, sur toutes les fonctions qu'on dit support, transverse, etc. Alors là, c'est des simplifications incroyables, parce que ça simplifie, ça met en forme, et vous gagnez un temps fou, donc il n'y a pas photo là-dessus. Voilà. Après, moi, je dirais pas, les chartes que tout le monde lance, c'est très bien, il faut en faire, de toute façon, elles sont provisoires. Dans un an, on en fera d'autres. On les fait au moment T où on les fait. On se dit, voilà, la plupart des journaux disent, il n'y a rien qui est produit, qui sort sans être relu, sans être validé par l'homme, l'homme et la femme et l'homme. Voilà, donc tout ça, c'est des choses de bon sens aujourd'hui. Ça bougera probablement dans un an. C'est pas très grave. Ça n'empêche pas qu'il faille les faire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut aujourd'hui en produire parce que c'est une façon juste de contrôler déjà les débuts. On peut pas travailler simplement aujourd'hui en se projetant à 10 ans. Donc il faut aussi, nous qui travaillons tous les jours, qu'on produise des éléments d'accord entre nous pour avancer et travailler. Et puis quand il faut tester des choses nouvelles, on y va. Et puis se mettre d'accord sur les expérimentations et quel cadre elles ont. Voilà, on peut avancer de façon... Mais moi, par ailleurs, je pense que Sébastien, il avance un niveau plus loin. C'est passionnant. Je pense qu'il faut avoir ces deux regards-là. Voilà, cette double focale qui nous permet concrètement d'avancer ensemble. Jean-Marie Charon, vous souhaitiez intervenir ? Oui, d'un autre niveau, parce que j'ai l'impression que sur ces questions d'intelligence artificielle, on se fait peur, beaucoup, en disant mais l'intelligence artificielle va se substituer aux journalistes et on a tous cette image de l'article écrit sans journaliste, quoi. Moi, ce qui me frappe en regardant au travers d'une enquête sur les jeunes journalistes et donc l'emploi qu'on leur fait faire de l'IA, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe... dans les desks, par exemple, avec des jeunes journalistes à qui on dit tu as le droit à un coup de téléphone par article. Donc, c'est quoi les ressources ? C'est pas, vous dites on aura toujours des gens qui iront sur le terrain et faire des enquêtes. Oui, mais il faudrait déjà que toute une partie des contenus ne soit pas produit ailleurs, c'est-à-dire, effectivement, sans autre ressource que d'utiliser différents outils, alors que qu'on va labelliser intelligence artificielle ou pas, c'est des systèmes de recherche, dans des ressources d'information, etc. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on va avoir toute une partie de l'information produite aujourd'hui par les desks qui est produite effectivement par des outils dans lesquels l'intelligence artificielle peut intervenir, et même parfois massivement. De la même manière, lorsque j'entends parler des conférences de rédaction d'un certain nombre de rédactions, et notamment lorsqu'il s'agit des rédactions numériques, on ne parle pas de hiérarchisation de l'information, on parle de quelles sont les audiences, qui sont effectivement ceux qui consomment quel type de contenu, etc. Autrement dit, là, on a des vrais outils d'intelligence artificielle qui deviennent effectivement, comme le disent certains jeunes journalistes, les rédacteurs en chef. Donc, vous voyez, moi, c'est plutôt ça qui me préoccupe, c'est-à-dire que c'est dans les modes d'organisation actuels que l'intelligence artificielle est mobilisée massivement au travers, effectivement, comme disait Sébastien, un certain nombre d'algorithmes, etc., qui vont intervenir. Et ça, moi, ça me préoccupe beaucoup plus que de savoir si demain, on va avoir un outil qui va complètement se substituer à des journalistes, quoi. Peut-être une réaction pour l'Alliance, et notamment pour prolonger la question de Sébastien Soriano et de ce qu'on a abordé tout à l'heure avec Hervé Rony sur les droits voisins. On voit que le monde avance seul. Ça a été la même chose sur les droits voisins. Quelques acteurs se sont avancés seuls, et puis au final, à travers l'Alliance, sur l'intelligence artificielle, le sujet revient. Quelle est la solution ? Comment on peut s'allier justement pour faire des contrats avec ces géants du numérique ?
En fait, je comprends le mode de fonctionnement de la table ronde. Il vaut mieux demander le micro avant de recevoir la question. Alors, je vais essayer de répondre. Je pense qu'il y a plusieurs tiroirs. Je pense qu'il y a un point intéressant. Enfin, il y a plein de points très intéressants qui ont été soulevés. Il y a celui de la partie production, comment l'intelligence artificielle peut être intégrée à des outils utilisés au sein de la rédaction. Jean-Marie Charon vient d'en parler, mais il y a le point dont Sébastien Soriano a parlé tout à l'heure, qui est celui quelque part du format de l'information qui va être maîtrisé, je ne sais pas, ce serait dans le meilleur des cas avec un lecteur extrêmement éclairé qui recevrait, d'ailleurs plus forcément un lecteur, un utilisateur, qui recevra son format. On a une question avec l'intelligence artificielle, c'est la perte du monopole du format qui était auparavant aux médias en fait, qui choisissait son format écrit, de produire pour des vidéos, du son, etc. Et aujourd'hui, on a un utilisateur qui potentiellement aura des outils qui lui permettent de toute façon de faire reformuler, reformater l'intégralité de ce qui a été produit par d'autres, et ça peut être via ses abonnements, etc., mais peut se refaire une offre et se reconstituer un service personnalisé. Ça, c'est assez intéressant. Après, il y a l'utilisation des algorithmes dont on a parlé tout à l'heure et de la capacité que les utilisateurs auraient à personnaliser leur expérience sur des plateformes où là on a encore des flux de contenu et où on est moins sur ce côté production de l'IA et on est plus sur les réseaux sociaux actuels. Faut quand même bien se rendre compte aujourd'hui là de une grande partie des contenus produits par les médias sont un peu invisibilisés sur ces plateformes. Et je diffère assez largement, et là je le prends à titre personnel, mais je pense que l'Alliance suit sur le sujet. On pense qu'il va y avoir besoin de contraintes pour que les plateformes réintègrent de l'information de qualité, éventuellement labellisée ou certifiée, mais il va y avoir besoin de contraintes, et on voit depuis 15 ou 20 ans justement que seule la régulation et la contrainte a permis de faire bouger les plateformes. Les décisions de la DLC en France sur le droit voisin, sur la décision de la semaine dernière, on voit que c'est quand même cette contrainte-là qui a réussi à faire bouger les choses. Donc avant de dire qu'on va faire des choix, je pense qu'on est obligé aussi de quelque part d'aller contraindre ces acteurs-là qui ont quand même les clés. Sur la production, c'est le premier point, je suis désolé, j'y reviens maintenant, mais sur la production, on a quand même une position à l'Alliance qui est assez... qui est peut-être moins innovante, je ne sais pas, ou moins allante que ce qui a été exprimé précédemment. Il doit y avoir relecture des journalistes avant publication, avec quelques exceptions, quand on publie par exemple des résultats électoraux, des choses comme ça qui nécessitent, qui sont plutôt quasiment du texte à trous, et c'est des choses qui se font déjà depuis quelques années. En revanche, on considère que le journaliste a encore un rôle prépondérant et primordial pour l'utilisation de ces outils. C'est lui qui est capable encore de savoir comment on doit les utiliser. Et ça, je pense que c'est ce qui aussi nous permettra de nous différencier et d'obtenir une régulation beaucoup plus stricte vis-à-vis d'acteurs et de plateformes et d'opérateurs d'intelligence artificielle. C'est que justement, on a encore des gens qui assurent la qualité de ces contenus-là et qui peuvent être utilisés de façon qualitative pour produire des réponses et des outputs qualitatifs dans les modèles d'intelligence artificielle. Et ça a une valeur. Et il y a une question effectivement d'organisation pour aller la chercher chez ces acteurs-là. Oui, donc Pablo Ekel pour le SNJ-CGT. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il s'agit d'abord d'une technologie qui a été développée, je suis volontairement caricatural, c'est une technologie qui s'est développée sur le pillage non autorisé d'un certain nombre de données et de contenus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez remis en cause par les auteurs intellectuels de ces contenus. Tout à l'heure, M. Soriano, comme vous dites, il va très vite, mais tout à l'heure, il a dit l'algorithme crée du contenu. Non, l'algorithme ne crée pas de contenu. L'algorithme, il va mettre sur la base d'un certain nombre de probabilités mathématiques, etc., un mot à côté de l'autre, il va essayer sur la base de probabilités, de faire des choses. Mais ceux qui créent du contenu, c'est les humains. On a déjà vu, on a visité avec la Fédération européenne des journalistes en Autriche
les tests qui se font à l'agence de presse autrichienne, à la télévision publique autrichienne, ils nous disent on fait des tests, une IA ne saura jamais raconter une histoire. Il n'y a que les humains qui racontent des histoires. Elle va aller chercher des choses à droite à gauche, comme le disait Azilis, et elle va se tromper sur la hiérarchisation de l'information, elle va se tromper sur savoir ce qui est une blague et ce qui n'est pas une blague. Elle n'a pas d'ironie, elle n'a aucune compréhension. Donc moi, je résume ça d'une phrase très courte. L'intelligence artificielle a tout d'artificiel et rien d'intelligente. C'est un outil. Moi, je n'ai pas peur, et je pense que les journalistes ne doivent pas avoir peur de l'intelligence artificielle. C'est un outil dangereux. Les cuisiniers savent qu'un couteau est un outil dangereux et ils l'utilisent tous les jours en cuisine. Ben non, on apprendra à utiliser des outils dangereux et on va les gérer à partir du moment où c'est nous qui décidons comment les utiliser, quand les utiliser, sur quoi les utiliser, etc. Donc il faudra toujours, et c'est ça l'importance des chartes, mettre les journalistes à la tête de ceux qui décident de comment on utilise l'IA dans telle rédaction, dans tel média, etc. Les abonnements, chez nous, là je parle du média où je travaille, la Gazette des communes, on a des abonnements à 90%. Donc c'est vraiment du très élevé parce que c'est une très grande qualité de contenu. Qu'a fait notre éditeur? Il a dit, je ferme tout de suite l'accès à nos contenus pour toutes les plateformes d'intelligence artificielle. Ils ne vont pas prendre nos contenus pour travailler ailleurs. Nous allons voir comment on l'utilise. Et évidemment, nous, les organisations syndicales, on dit qu'il va falloir associer les journalistes là-dedans. Mais moi, je suis ravi que les textes que je fais depuis 10 ans ne soient pas accessibles aux outils d'intelligence artificielle. Le danger, comme l'a dit Azilis, je la rejoins là aussi, le danger, c'est de perdre des postes de travail de journalistes. Voilà, c'est aussi clair que ça. Moins de journalistes, c'est moins de points de vue sur la réalité. Dans le monde, dans un pays, dans une région, sur une même réalité, plus il y a des journalistes, plus il y a des points de vue, et donc plus il y a des contenus sur ces réalités. Et moins on a des journalistes, moins on a des points de vue sur la réalité, bah, c'est un danger pour qui? C'est un danger pour la démocratie, en fait. C'est un danger pour les citoyens, c'est un danger pour la société. Donc, plus on aura un système qui nous fera réduire le nombre de journalistes qu'on a, le pire ce sera pour les sociétés, notamment pour les sociétés démocratiques. Sur ça, il faut vraiment qu'on aille très loin, quoi. Oui, je ne voudrais pas qu'on se comprenne mal. Moi, si j'ai accepté de conduire ce groupe de travail, c'est parce que je crois au journalisme et je crois à l'information. Voilà. Maintenant, j'essaye de me projeter à long terme pour trouver quelle est la voie dans laquelle le journalisme et l'information peuvent continuer à exister. Moi, c'est ça la question que je me pose. Et pour avancer dans cette direction-là, eh ben, voilà, j'essaye de ne pas partir du monde forcément existant tel qu'il est aujourd'hui. On essaye d'ouvrir un peu les possibilités, de voir à quoi ça peut ressembler. Et effectivement, ce n'est pas forcément très beau. Et effectivement, ça ne correspond pas non plus à ce qui va se passer demain, après-demain. Enfin, voilà, on est dans des projections qui sont dans le temps long. Donc je ne voudrais pas que je vous donne l'impression que ce monde totalement intermédié par les IA est le monde que je veux. Voilà. Moi, je suis un lecteur d'Alessandro Baricco depuis maintenant assez longtemps. Qui est un auteur assez éclairant, qui montre quand même qu'il y a une dynamique absolument massive de désintermédiation de toutes les formes d'autorité qui se passe avec la révolution numérique. Je ne dis pas que je suis content de ça, c'est simplement qu'il y a quand même une lame de fond quand même assez puissante de désintermédiation dans tous les sens. Et donc c'est quand même à l'intérieur de cette lame de fond que je trouve ça utile de raisonner et de se demander finalement quelles sont les places qui vont être cardinales pour, dans ce monde extrêmement désintermédié, de continuer à avoir du sens, continuer à avoir de l'engagement, continuer à... C'est ça la question. Et dans ce monde-là, eh bien, les algorithmes vont jouer un rôle majeur. Voilà, hein, simplement, c'est ça le point. Alors, je voudrais rebondir sur la question de la contrainte, parce que dans votre intervention, vous donnez un petit peu l'impression que le fait d'ouvrir des choix, ce serait pas contraindre les plateformes. Donc, moi, quand j'étais président du Body of European Regulation of Electronic Communication, donc l'agence européenne de régulation des télécoms, on m'appelait le communiste.
Voilà. Donc je ne suis pas particulièrement connu pour être quelqu'un de mou avec les personnes qu'il faut réguler. Et donc le dégroupage, en fait, c'est l'obligation la plus dure en régulation. Hein. C'est-à-dire que en gros, vous dites au réseau social, merci pour ce moment, maintenant on va accéder à l'ensemble des informations que tu as réussi à rassembler, bravo pour toi, merci, c'était super. Et maintenant, c'est d'autres personnes en fait qui vont proposer des hiérarchies différentes. Donc c'est le truc le plus bourrin hein, qui existe, et c'est notamment le truc le plus bourrin en termes de partage de la valeur, puisque si vous accédez directement au flux, ça veut dire que vous accédez à la régie. Donc, ça veut dire que l'acteur qui propose la hiérarchie nouvelle, c'est lui aussi qui va gérer directement un inventaire. Hein. Voilà. Donc ce sont des options qui sont quand même extrêmement intrusives, hein, dont on est en train de parler, qui sont potentiellement, enfin voilà, ça nécessite des débats juridiques, mais qui a priori sont bien dans la veine du Digital Services Act, donc qui sont bien des mesures qui sont envisageables, mais c'est dur, c'est très compliqué, et c'est contraignant. Je veux dire, je suis désolé de refaire à chaque fois ce parallèle, mais moi c'est mon histoire. Quand on a imposé le dégroupage du réseau téléphonique de France Télécom, eh ben, concrètement, ça veut dire que France Télécom n'était plus chez lui, que dans ses centraux téléphoniques, il y a des mètres carrés qui ont été réservés pour qu'il y ait d'autres personnes qui mettent leurs armoires dans leur propriété privée, enfin privée oui, parce que c'était une société qui s'est progressivement privatisée, et ils ont dû héberger dedans d'autres opérateurs télécoms qui ont mis leurs armoires, qui ont branché leurs câbles, et au bout c'était leurs abonnés. Donc c'est voilà, dégrouper, c'est en gros casser en morceaux l'acteur, non pas dans une logique de démantèlement, hein, qui est l'autre modèle qui existe de démanteler les acteurs, parce que le démantèlement, ça consiste à obliger des acteurs à revendre des actifs qu'ils ont acquis. Donc par exemple, le démantèlement, ça conduirait à obliger Google à revendre YouTube, par exemple. Mais quand vous faites ça, en fait, vous restez avec un Google qui est très fort sur le search d'un côté, et il y a un YouTube qui est très fort sur la vidéo de l'autre. Donc vous n'avez fait que déplacer le problème, vous n'avez plus un espèce de grand conglomérat, vous avez une somme de mini-monopoles, mais vous n'avez pas vraiment réglé votre problème du fait que vous avez des acteurs puissants. Donc le pluralisme, l'ouverture, le dégroupage, c'est l'action la plus intrusive. Voilà. Maintenant, ça ouvre une autre question, qui est comment est-ce qu'on guide ces solutions pour qu'elles aillent dans le bon sens. Parce que si on dégroupe X pour que finalement ce soit Google qui propose un algorithme différent de hiérarchisation des contenus sur X, on n'aura pas beaucoup avancé. Voilà. Donc là, il y a un enjeu de comment est-ce qu'on accompagne la structuration d'un secteur, à la fois d'acteurs technologiques, à la fois d'acteurs médias, peut-être d'acteurs hybrides, qui sont amenés à émerger là-dedans. Et ça, c'est un travail patient de la puissance publique, c'est généralement le travail d'un régulateur. Hein. Aujourd'hui, c'est l'ARCOM, typiquement, qui est l'acteur le mieux placé du point de vue des compétences institutionnelles pour conduire ça, qui accompagnerait progressivement la montée en puissance de cet écosystème avec, comme je le disais, une dimension économique importante, puisque ces acteurs seraient amenés à avoir un accès direct à des ressources publicitaires. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord, mais en tout cas, merci de ne pas indiquer que ce serait une approche molle ou peu contraignante. Non, je pense que tout à l'heure, vous avez cité la contrainte comme un mode que vous ne souhaitiez pas exercer. J'entends que c'est plus clairement quand c'est exprimé ainsi. Mais du coup, en fait, je pense qu'on est beaucoup plus d'accord maintenant. C'est-à-dire que la contrainte ne se situe pas au même endroit. C'est-à-dire que ce qui ne marche pas, c'est d'essayer de sculpter à quoi va ressembler le réseau social de X. Ça, je pense que c'est voué à l'échec. Mais en revanche, contraindre l'ouverture pour permettre qu'il y ait une multitude de modèles qui existent, voilà, c'est aussi de la contrainte, vous avez raison, mais voilà, c'est compliqué. Vous faisiez le parallèle avec le secteur des télécoms. Le secteur des télécoms est un marché national qui est un peu plus simple à réguler que des acteurs mondiaux. Comment on fait la régulation justement d'une régulation nationale à une régulation internationale, et notamment des acteurs de médias qui sont, eux, pour le coup, nationaux? Oui, alors ça c'est une question importante. C'est une question importante parce qu'aujourd'hui la voie qui est suivie au niveau de la régulation des grandes plateformes, c'est une régulation européenne, donc c'est-à-dire des textes européens. Donc ça veut dire que si on veut avancer sur ces sujets, il faut les faire avancer au niveau européen.
Et ensuite, il y a la question de quelle est l'identité du régulateur. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le Digital Services Act, le régulateur des très grandes plateformes, c'est plutôt la Commission européenne. Donc ça pose quand même une question de comment est-ce que la Commission va coopérer avec des lieux qui sont nécessairement nationaux. Je suis d'accord avec vous que l'espace médiatique, il est quand même très national. Et donc là, il y a quand même un enjeu. Alors, voilà, il y a plusieurs modèles qui existent de travail en réseau entre la Commission européenne et des régulateurs nationaux. Voilà, on peut imaginer que ce soit comme ça que ça se dirige à moyen terme. C'est comme ça que fonctionne, par exemple, le réseau de concurrence. Aujourd'hui, vous avez la Commission européenne qui peut se saisir de cas contre Google, Apple ou n'importe quoi par elle-même, ou qui peut laisser des régulateurs nationaux, des autorités de concurrence nationales se saisir de ces cas. Voilà, il y a une logique de subsidiarité, de coopération entre ces autorités qui pourrait être un peu ce vers quoi on se dirige à moyen terme. Alors, l'intelligence artificielle arrive à un moment où la confiance des Français dans les médias est assez faible, qui vient brouiller un peu plus les pistes. Justement, dans la participation des citoyens et le compte-rendu au CESE, la lutte contre les informations et l'éducation aux médias faisait partie des 3 principaux thèmes qui étaient jugés les plus importants pour les citoyens qui participaient à cette consultation. Alors justement, comment on peut renforcer cette lutte contre la désinformation et quelles propositions les États généraux peuvent faire? Enfin, un sujet qui va tous se mettre d'accord. Non, juste, Sébastien, il y a un phénomène quand même inquiétant, c'est le retrait de l'information de certaines plateformes. C'est-à-dire qu'on voit que pour ne pas être embêté, pour ne pas avoir à faire de modération, parce que le divertissement, ça paye plus à la fin. Voilà, on se retire de l'information. Dans la contrainte, il y a peut-être une réflexion aussi à porter sur comment une plateforme doit remplir une part, entre guillemets, citoyenne. Voilà, en Nouvelle-Zélande, le deuxième réseau d'information le plus puissant, tenu par un Américain dont j'ai oublié le nom, vient de se retirer en disant « moi j'arrête là-bas, c'est trop de complexité de créer cet espace d'information » et il se consacre entièrement au divertissement. Et ça, d'un seul coup, un pays se retrouve privé de ça. Bon, voilà, ça c'est quand même un sujet. On le voit quand même monter avec Meta. Il semblerait quand même que sur Google, il y ait un peu moins de puissance des grands émetteurs d'informations sur le réseau. Bon, voilà, ça c'est un souci pour nous tous, malgré tout. Alors, non, pardon, c'était juste une réaction. Bon, on n'a pas. D'abord, premièrement, la richesse, elle est incroyable en France. Voilà, déjà en termes sur l'éducation aux médias, tout ce travail-là, voilà, elle est puissante. Il y a des dizaines d'associations qui font un travail de terrain. Il y a le Clémy, Serge est là pour qui l'incarne, qui fait un travail fantastique dans les écoles, collèges et lycées. Il y a plein de médias qui font eux-mêmes de l'éducation aux médias, ou en tout cas des anciens journalistes qui vont dans des classes, des écoles, etc. Voilà, mais ça ne suffit pas. Alors, il y a deux choses. D'abord, on a essayé de distinguer l'esprit critique de la question de l'éducation aux médias. L'éducation à l'esprit critique, voilà, c'est probablement une... Voilà, alors le mot, je ne sais pas, en France, tout de suite, on entend l'inverse de ce qui est promu. On entend critiquer plutôt qu'esprit. Mais voilà, dans chaque matière enseignée, partout, voilà, de montrer que en français, en maths, en quoi que ce soit, voilà, ce que c'est que l'esprit critique, de savoir ce que c'est que voilà, une preuve scientifique, un théorème, voilà, tout ce qui s'est passé autour du Covid, de la désinformation, venait aussi d'une méconnaissance mais absolument dingue de ce que c'est que simplement une preuve scientifique et une démarche scientifique, une démarche de science, voilà, au-delà même d'être pour ou contre. Voilà, mais je pense que la plupart des gens qui étaient contre n'étaient pas capables de dire sur quoi repose une démarche scientifique. Ou alors ils le savent dans une partie gauche de leur cerveau et pas à droite. Donc là, il y a vraiment un travail sur l'esprit critique, qui est quand même le but principal, un des grands buts de l'éducation en France, de se redire ça. Sur l'éducation aux médias, est-ce que le mot est bien choisi? On va nous dire que ce n'est pas le moment de changer
c'est pas le moment d'en changer parce qu'il commence à passer dans les mœurs. C'est vrai qu'on aurait envie de parler d'éducation à l'information plus qu'aux médias eux-mêmes, hein, ou à l'esprit critique, enfin, développer ça, peut-être de trouver une autre appellation, mais à la limite, voilà, peu importe. Je crois qu'il y a unanimité pour dire que dans ce qui se passe en ce moment, et comme pour la demande de labellisation, de certification par les jeunes, ils sont en demande d'une compréhension accrue de comment fonctionne l'information. C'est que, voilà, aujourd'hui, une des questions qu'on se pose, c'est comment être plus efficace dans ce travail qui mobilise beaucoup d'énergie du côté de l'éducation nationale, du côté des titres de presse, du côté d'associations. Comment être plus efficace? Et c'est vrai qu'une des réflexions, elle n'est pas très originale, c'est de se dire qu'il faut trouver une forme d'autorité qui la porte au niveau national avec une ambition nationale. Pas simplement sur les enfants, collégiens, etc., même si c'est une cible prioritaire, mais sur l'ensemble de la population, il faut probablement une forme d'autorité qui puisse à la fois établir des standards, parce qu'on voit quand même des tas de choses qui sont faites qui ne sont pas forcément toujours de l'éducation à l'information, donc il faut pouvoir établir des standards, pouvoir faire une cartographie de ce qui est fait en France, hein. La cartographie de tous les acteurs associatifs, elle n'est pas faite à ce jour, voilà, de se dire voilà, qui agit où. Et puis après, il nous semble, et ça c'est la relecture quand même de ce qui se passe dans certains pays étrangers, comme la Finlande par exemple, c'est de s'appuyer très fortement sur les collectivités locales. Parce que quand on est au niveau national, bon, on essaie de trouver des financements, etc. Mais en fait, les financements, ils ne sont pas au niveau national, ils sont dans les collectivités locales. Et c'est là où on peut agir. Et donc de travailler, le succès de ce qui se passe en Finlande, hein, c'est une décision nationale extrêmement forte, et puis après, des collectivités qui s'en emparent. Alors eux, ils avaient des raisons fortes de faire de l'éducation aux médias dès la fin de la guerre, hein, pour se protéger, etc. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, on est dans le même état. On a besoin de se protéger. De se protéger. Alors, il y a les questions de désinformation au sens ingérence étrangère, et puis il y a toute la désinformation qui est simplement la capacité de se dire qu'est-ce qui est une, entre guillemets, bonne information et quel usage j'en fais. En tout cas, l'idée, c'est bien toujours la même, c'est de pousser l'avènement d'un citoyen le plus capable possible, sachant que dans cette éducation média, chacun joue un rôle. Il n'y a pas les émetteurs et ceux qui reçoivent. C'est-à-dire que moi-même, quand je transmets de l'information sur les réseaux, etc., je suis un producteur d'information. Voilà, et je peux m'appliquer à moi-même les mêmes règles que ceux que je voudrais voir exister dans les médias. Si je répercute une fausse information et que je le sais, ben, j'agis, je contribue à la désinformation. Donc, quelques exemples de choses qui nous tiennent à cœur. La main à l'information plutôt que la critique de l'information. En France, on a une approche toujours très critique des choses. C'est super, mais vous connaissez Rimbaud, on lui disait « tu nous écris 400 vers à la manière de Virgile » et il produisait ces 400 vers. 20 ans après, on donnait 2 vers de Rimbaud et on disait « écris-nous une dissertation pour commenter les 2 vers de Rimbaud ». Il faut revenir à la main à la pâte. Voilà. Il faut faire la main à l'information. Faire expérimenter notamment les jeunes dans la production médiatique, qu'elle soit web, radio, papier, écriture, etc. Voilà, alors ça n'empêche pas des approches plus critiques et plus raisonnées, mais c'est très important d'expérimenter. Pour savoir ce que c'est qu'un témoignage, voilà, c'est plus simple de faire par des jeunes eux-mêmes, d'aller faire un reportage, de comprendre ce que c'est, etc. C'est comme ça qu'ils rentreront dedans. Et c'est comme pour l'algorithme, on peut en parler des heures, mais c'est vrai que tant qu'on n'expérimente pas ça à l'école et qu'on n'est pas capable d'en produire soi-même avec des briques de Lego, etc., dès la maternelle, je veux dire, on aura des générations qui ne seront pas capables de comprendre de l'intérieur, parce qu'avoir des paroles sûres, ça on peut tous l'avoir, mais aussi pratiquer les choses. Donc par exemple, voilà, c'est des inflexions qu'on voudrait donner à des politiques qui sont très fortes, en France, hein, encore une fois, donc le local, etc. Le terrain, parce qu'à la fin, pareil, on aura une forme d'autorité. Voilà. J'ai été frappé en entendant le maire de Sarcelles au mois de novembre parlant des actes antisémites en disant, voilà, à Sarcelles, il semblerait, pour l'instant, qu'il y ait très peu, quasiment pas d'actes antisémites. Pourtant, c'est une ville où il y a une cohabitation des communautés très fortes. Voilà. Ça fait 25 ans qu'à Sarcelles, ils vont dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées, témoigner sur ce qui s'est passé pendant la guerre, qu'il y a des personnes de religions différentes qui viennent ensemble, qui parlent aux enfants. Voilà. C'est-à-dire cette approche de terrain
par des témoins, par un contact direct, il n'y a quand même pas mieux à la fin. Et c'est ce qui fait que les résultats, c'est 20 ans après. Donc, c'est des politiques lentes. Il n'y a pas de miracle là-dessus. C'est des politiques éducatives de long terme, à la fois dans l'école, mais en dehors de l'école, qu'on doit mettre en place. Voilà. Donc, c'est autour de tout ça qu'on essaye. On a des briques de choses. Bon, après, quelle autorité, délégation interministérielle, conseil de l'éducation et de l'information, on ne sait pas très bien encore, et puis on va travailler dessus. Et puis il y a tout un aspect juridique qu'il faut valider. Mais c'est autour de ça. Voilà. Puis aussi que, finalement, sur l'écologie, il y a des tas de choses qui se sont faites. Les éco-délégués dans toutes les classes de France, ça a donné des résultats fabuleux. Voilà. Est-ce que demain, il y a des infodélégués concrets? Est-ce qu'il y a un passe-presse qu'on développe? Voilà. Tout ça, on voudrait le faire dans un budget contraint, parce qu'on sait que les millions ne vont pas demain d'un seul coup arriver pour faire des choses comme ça. Donc comment on arrive à faire mieux avec ce qu'on a entre les mains, l'organiser, cartographier, évaluer, parce que pareil, on a ce petit défaut de ne pas beaucoup évaluer les politiques éducatives qu'on met en place, voilà, et puis de se dire, voilà, mais avec des personnes qui peuvent rendre compte devant les citoyens de ce qui se passe là-dessus. Voilà un peu les pistes qui se bougent, mais on a fait un hackathon. Serge Barbet était là, la PEM était là, et puis plein d'associations. Honnêtement, il y avait alors beaucoup d'enseignants, il y avait des parents. En plus, l'intérêt, c'est que ça rassemble tout le monde. Et les parents, et les enfants, les enseignants, les journalistes. Voilà, tout le monde. Et là, on peut incarner cette dimension citoyenne des EGI assez facilement et montrer qu'on est tous concernés par ça. Direction. C'est bon. Les réponses des citoyens transmises par le CESE notamment nous ont donné des indications absolument formidables, démontrant que dans leur très grande majorité, s'ils ont peut-être envie d'éducation aux médias, en tout cas ils comprennent assez bien comment ça fonctionne et surtout comment ça ne fonctionne pas. Nonobstant, nous avons des devoirs, nous journalistes, envers eux. Par exemple, devoir d'éclaircir une chose qui n'est jamais claire nulle part, même ici dans certains débats. La ligne éditoriale est une chose avec sa charte éditoriale, c'est ce qu'on décide de traiter. La charte d'éthique ou les chartes déontologiques, c'est comment on le fait, que ce soit en politique, en sport, dans les spectacles, etc. Et il y a une espèce de flou, pas du tout artistique, entretenu par un certain nombre de gens qui ont intérêt entre ces deux choses-là. Or, c'est ça que les citoyens peuvent et doivent comprendre, c'est-à-dire, ils choisiront en fonction, après, de la ligne éditoriale. Mais la déontologie, c'est partout, quelle que soit la ligne éditoriale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est des propositions qui n'ont jamais été suffisamment aidées, abouties ou encouragées, tels les médiateurs dans les médias, les vrais médiateurs, qui répondaient à une demande des citoyens. La semaine de la presse à l'école, par exemple, qui n'est pas tellement encouragée, peu suivie, etc., et qu'on devrait davantage populariser. Enfin, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, et j'en aurais terminé là-dessus, les propositions de Sébastien Soriano, notamment sur le dégroupage, nous paraissent, en tout cas, me paraissent extrêmement intéressantes, parce que c'est une façon positive de s'approprier l'outil, de pouvoir en disposer, de cesser d'en avoir peur et d'être acteur en quelque sorte de ça. Et enfin, sur l'intelligence artificielle, bien évidemment, j'ai jamais conçu que c'était vraiment intelligent. Pablo l'a résumé tout à l'heure. Je vous cite simplement un exemple que tout le monde a encore en tête, l'affaire du pont de Ligonnès, la triste affaire du pont de Ligonnès, qui a été un désastre médiatique assez important et dont la réalité a commencé à voir le jour quand les journalistes sont allés sur le terrain. Oui. Donc, Élise, tu voulais intervenir? Ok, bah attends, je laisse. Pardon. Oui, sur l'éducation aux médias, donc la CFDT journaliste a remis toute une contribution aux EGI.
Donc je plus sois ce désir à côté de l'esprit critique, de redonner la main à l'information, la volonté de redonner la main à l'information et le goût. Nous, on défend beaucoup l'idée de redonner vraiment le goût à l'information parce que c'est une chose d'apprendre ce que c'est que des fake news, des débusqués, etc. C'est une autre d'avoir envie de s'informer, d'allumer sa radio, d'allumer sa télé à une heure de chaîne d'écouter le journal, de regarder un documentaire d'information, de lire un journal, etc., de s'abonner. Voilà. Donc pour nous, la priorité, c'est quand même de redonner le goût. Il y a suffisamment d'offres en France pour que chacun trouve au moins un média où il se sente concerné. Et pour ça, voilà, on voudrait vraiment que dans la commande publique, parce que la commande publique finance beaucoup d'éducation aux médias via les collèges notamment, que ce soit une priorité dans les contenus d'éducation aux médias, que vraiment la priorité ce soit... L'idée, c'est pas de tout repeindre en rose et de dire que tous les médias sont magnifiques, mais voilà, de montrer c'est quoi le plaisir de s'informer, le plaisir intellectuel d'apprendre quelque chose sur le monde, de l'émancipation citoyenne que ça représente quand on apprend la réalité d'un autre qui habite au bout du monde, la réalité de quelqu'un qui habite dans son pays, que les journalistes vont nous raconter, voilà, ça fait grandir. Donc nous, on voudrait vraiment que l'éducation aux médias devienne vraiment ce lieu d'émancipation personnelle. On voudrait aussi que les journalistes soient un acteur fondamental de l'éducation aux médias, pas seulement, parce que les acteurs associatifs, les documentalistes, un tas d'autres acteurs font du super bon boulot, mais on voudrait vraiment que les journalistes soient un acteur majeur, parce que si on veut aussi réconcilier les citoyens avec les journalistes, il faut qu'ils leur rencontrent, des journalistes, et aussi parce que faire de l'éducation aux médias, ça fait réfléchir le journaliste et qu'on est un meilleur journaliste quand on réfléchit à sa pratique, à la façon de la transmettre, quand on transmet aussi ses doutes. Parce que l'éducation aux médias, c'est pas un cours, c'est pas je vous apprends comment je fais mon boulot, non, c'est je vous apprends comment je me questionne, comment parfois je me trompe, et comment c'est pas une science exacte. Donc l'éducation aux médias, elle doit être faite de tous ces doutes, selon nous, sans quoi on n'arrivera pas à progresser. Et pour ça, il faut se former, parce que l'éducation aux médias, c'est pas inné. On peut faire beaucoup de bêtises en pensant bien faire, et qu'il y a des formations qui se développent. On a contribué à la création d'un diplôme, enfin une certification, le CCP certification... je ne sais plus ce que ça veut dire, le CCP interbranche éduquer, intervenir en éducation média, quelque chose comme ça. Donc ça s'est fait au sein de la CPNEF de l'audiovisuel. Jacqueline Papé, qui est derrière moi, est une actrice de cette création, une actrice majeure. Et aujourd'hui, il existe ces modules dans 8 organismes de formation en France, il y en aura peut-être d'autres demain, qui permettent à des journalistes de suivre des modules selon des attendus décidés entre acteurs de la profession, et donc d'avoir au moins une base commune, parce qu'on estime que l'éducation média, ça s'apprend, et ça nécessite une relecture tous ensemble, et qu'on a besoin du regard des uns des autres. Et enfin, je ne vais pas faire trop long, mais extrêmement important, sécuriser les intervenants, que les intervenants journalistes soient payés en salaire, uniquement en salaire, sinon ça va les précariser, ils vont perdre leur carte de presse, ils ne seront plus reconnus comme journalistes, donc vraiment les reconnaître comme journalistes, être payés en salaire, à des tarifs corrects, avec une grille de salaire minimum en dessous desquels ne pas tomber, et créer un organisme national ou en utiliser un qui existe et qui puisse éventuellement être une sorte de portage salarial pour le favoriser, permettre que les employeurs aussi permettent à leurs pigistes de faire de l'éducation aux médias en leur accordant une fiche de paye quand ils interviennent, voilà, et que la commission de la carte reconnaisse ces revenus comme des revenus journalistiques dans la part presse, au moins pour la moitié, jusqu'à la moitié des revenus presse, parce que quand on fait de l'éducation aux médias, on est journaliste.
Merci. Il y avait 2 réactions ici, ensuite on passera là, et puis il y avait une réaction aussi. Il y a encore pas mal de réactions et on n'a plus beaucoup de temps. Il me semble qu'il nous reste quoi, 5 minutes. Oui, Jérôme, tu voulais dire un mot ici? Parlons alors. Ok, bon, on est moins. Sinon, j'aurais fait circuler la parole plus vite. Non, juste un mot. Donc, moi, je suis membre du groupe 2, en effet, mais je suis journaliste et j'interviens depuis 5-6 ans déjà en primaire, collège, lycée, essentiellement collège-lycée, et dans d'autres types de structures un peu partout en France, sur les questions de MI. Et donc, je suis très souvent en lien avec des professeurs, avec des personnes de terrain et avec des journalistes qui interviennent. Et on co-construit toujours avec les acteurs et avec l'Éducation nationale et avec le Clémy et avec plein d'acteurs qui font un boulot formidable sur le terrain, ces actions-là. Sur le MI, il y a plutôt consensus, on ne va pas le rappeler, mais en fait, ça ne fait pas tellement débat sur le fait de est-ce qu'il faut en faire ou pas. La question, c'est plutôt comment on en fait et est-ce qu'on en fait plus et quels moyens on donne à en faire plus. Et jusqu'où on va et avec qui sur le en faire plus. Donc où est-ce qu'on trouve les sous? Par exemple, très récemment, cet automne, Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, a évoqué peut-être un doublement des heures de MC, donc d'éducation civique, qui sont assurées par les professeurs d'histoire-géo, pour y faire plus de MI, par exemple. Ou pas que par les profs d'histoire-géo. Je vois Serge qui tique, pardon, tu me reprendras sur les détails. Mais en tout cas, il y a eu des voies, en fait, il y a différentes voies possibles dans le fait de faire plus de MI. Mais c'est là où les gens ne sont pas d'accord, et nous, ce qu'on va peut-être proposer, ou pas d'ailleurs, mais il y a des idées autour de ça, c'est d'en faire un temps à part entière et de sanctuariser, et d'avoir 1 heure, par exemple, par semaine, de la 6e à la terminale. C'est ce que demandent énormément d'acteurs, parce que pour l'instant, c'est plutôt du saupoudrage, en tout cas, c'est de plus en plus présent dans les programmes, et on ne peut que s'en féliciter. Mais c'est beaucoup à la discrétion des profs, et notamment des profs doc, et ils sont déjà très occupés par plein de choses. Donc si on veut que ce soit accaparé de manière systémique de la 6e à la terminale, il faudrait éventuellement sanctuariser ça sur 1 heure dédiée. Sur l'IA, je voudrais faire remonter simplement des préoccupations et des inquiétudes de terrain par des professeurs, par les parents d'élèves et par les journalistes eux-mêmes. C'est que de plus en plus, il y a encore 2-3 ans, on a vraiment vu le shift. Nous, les journalistes, quand on faisait de l'éducation aux médias, et même les professeurs, sur le terrain, on était capable de donner des outils. Les IA, notamment en termes d'images, de génération d'images et de vidéos, étaient encore assez facilement décelables. On arrive à un moment où c'est plus le cas. Et où, y compris sur le terrain, profs ou journalistes, ou etc., on n'a plus les outils, du moins techniques ou technologiques, et la méthode imparable pour pouvoir dire, quand on nous présente une image, ah mais ça c'est sûr, c'est de l'IA qui l'a générée ou pas. Et c'est ça qui inquiète tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, Sébastien, vous disiez, et j'entends tout à fait, mais la question de savoir si c'est généré par de l'IA, au fond, tout sera généré par IA dans 10 ans, donc peu importe. Mais allez, et pardon si je caricature un peu, mais sur ce plan-là, du moins, il y a des vrais questionnements déjà aujourd'hui, parce qu'en fait, on est face à des images où on ne sait même pas si elles ont été générées, si elles sont vraies ou fausses. Et ça se pose déjà très concrètement dans les établissements. Et je finis par 2 petits points très rapides. L'EMI, oui, bien sûr, faire de l'éducation aux médias, l'esprit critique, beaucoup plus largement, mais pas qu'à l'école. L'école, c'est un endroit essentiel pour le faire, essentiel mais pas suffisant. Et on y réfléchit aux états généraux, et ça nous est remonté par plein d'autres acteurs. Il faut aller toucher les publics adultes, il faut aller toucher les publics étudiants, il faut aller toucher tous les publics éloignés de l'info, les retraités, les jeunes dans les PJJ, dans les centres sociaux, etc. Mais aller aussi par d'autres voies, parce que l'école n'est pas suffisante, elle est essentielle mais pas suffisante. Et un dernier mot aussi, ça passera aussi par la formation initiale et continue, et je finis en 15 secondes, des journalistes sur les enjeux d'EMI. Parce qu'à l'heure actuelle, ni tant, alors un peu par la formation continue, mais c'est quasiment absent des plaquettes dans l'INSPE en formation initiale des enseignants, pardon, et éventuellement dans les écoles de journalisme aussi. Alors pareil, ça émerge petit à petit, mais tout ça, les EGI pourraient être force de proposition sur ces enjeux-là. Je ne suis pas intervenu sur le débat spécifique à la part des médias tout à l'heure volontairement, même si je suis un ancien journaliste et que cela me passionne, parce que je me suis dit que je pourrais dire quelques inexactitudes. Et c'est vrai que parfois, pour le Clémy, il y a cette jonction entre les acteurs de l'enseignement et des médias. Les médias sont les alliés les plus importants.
Et en même temps, quand ils traitent d'éducation média et l'information et du système éducatif, ils ont souvent la plus grande difficulté parce qu'ils en méconnaissent la réalité. Et que notre école n'est pas figée 15 ans, 20 ans en arrière. Et que le progrès de l'éducation aux médias et à l'information, c'est un progrès de l'école dans sa globalité, avec cet enjeu d'enseignement transversal de l'éducation aux médias et à l'information, auquel on ajoute l'enjeu de citoyenneté numérique. Et la première erreur à ne pas commettre, de mon point de vue, ce serait de décorréler les objectifs pédagogiques d'une éducation aux médias d'un renforcement de l'esprit critique et du sens d'analyse critique des élèves sur tout type de contenu, sur tout type de support. Et que, évidemment, c'est parce que c'est un enseignement transversal qui peut se faire avec les matières fondamentales, et que c'est aussi une pédagogie. Que c'est aussi une pédagogie pour apprendre à écrire, à lire, à compter, à respecter autrui, et ajouter des compétences qui sont tout aussi fondamentales aujourd'hui, d'un travail en collaboration, d'un travail sur soi-même, d'enquête pour aller dans une découverte des vérités de tous ordres, comme disait l'autre en 1791. Et donc, effectivement, je crois que cet enjeu, c'est un enjeu du type de société que nous voulons bâtir. Et je pense qu'aujourd'hui, l'aventure que nous avons eue avec le Clémy ces dernières années, aventure difficile, née notamment après des mesures de renforcement de l'éducation aux médias, après Charlie Hebdo, après Samuel Paty, donc ce sont des politiques publiques que l'on bâtit souvent dans la douleur, font un peu exemple aujourd'hui à l'étranger, puisque si je prends un des lauréats hier, un des primés nominés, pardon, des prix EMI, ben c'est le Centre québécois de l'éducation aux médias qui est venu se former au Clémy. Qu'en juillet dernier, un centre régional d'éducation aux médias, audience régionale en Afrique, au Cameroun, s'est créé, et que nous commençons à essaimer un peu partout à l'étranger sur une démarche inspirée de la démarche française. Des états généraux de l'information, nous attendons énormément. Nous attendons un coup de main, un coup de pouce, une aide, continuer à souffler dans nos voiles pour que nous puissions avancer et grandir. Peut-être pas redéfinir les notions, les concepts, peut-être pas déchirer par exemple le fait que le Clémy c'est un centre de liaison et qu'il a un conseil d'orientation dont vous êtes membre, la plupart d'entre vous, et qu'il a fallu se battre comme des dingues pour que les acteurs des médias prennent conscience que ce COP était à eux. Donc je veux bien qu'on réinvente des autorités et qu'on remette un peu de verticalité politique dans ce champ-là, mais je pense qu'il n'y aurait pas pire. Donc je pense que là-dessus, regardons ce qui se fait, soyons intelligents collectivement, sachons parier sur l'intelligence collective, sur cet enjeu de compétences collégiales, parce que si demain je devais avoir la voix suprême qui nous dit comment aborder ces questions complexes aujourd'hui, notamment à l'ère des IA, je craindrais le pire, et je craindrais que l'on ait des oppositions qui aujourd'hui n'existent pas, puisque nous sommes embarqués ensemble dans un enjeu de résilience informationnelle dont la trame centrale est notre capacité à travailler ensemble en bonne intelligence. Donc nous avons besoin de renforcer cette dynamique collective et pas de la bousculer ou la déchirer, parce que les enjeux politiques derrière sont énormes. Et que ces enjeux politiques, ils sont aussi pressants sur les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information qu'ils le sont sur les acteurs de l'information. Que c'est un combat de tous les jours. Que je ne citerai pas ici les pressions politiques que, y compris un opérateur public, peut subir au quotidien sur cette question de l'éducation aux médias, pour se voir dire « Ah ben on a une super idée, c'est que demain il y aura un délégué interministériel qui va vous régler tout ça. » Parce que, non, mais je le dis comme je le sens, parce que moi cette affaire-là, elle est plus derrière que devant. Je n'ai pas vocation à faire 20 ans de Clémy, je rassure tout le monde. Mais je vois ce qui a fonctionné, je vois ce qui est SEM, je vois ce qu'il faut faire, et effectivement, derrière, on a un enjeu qui est totalement lié aux enjeux des IA, aux enjeux... Voilà, la petite anecdote, et je vais arrêter là, la petite anecdote, c'est qu'en parlant intelligence artificielle et EMI avec des enseignants, on a des enseignants qui nous disent aujourd'hui, c'est marrant, on a des copies, il n'y a plus de fautes. C'est un petit signal. Donc on arrête les devoirs à la maison, par exemple. Le problème, c'est que même aujourd'hui, avec le partage de connexions et puis l'agilité de nos élèves, qui utilisent ces applications et ces IA, que nous ne savons pas forcément utiliser, en fait, il y a un renversement qui est en train de s'opérer. Et donc on a un débat aujourd'hui à l'école qui est très important sur les groupes de niveau, groupes de besoins, appelez-les comme vous voulez, alors que l'avenir, c'est effectivement d'utiliser ces outils pour ce qu'ils sont, et des outils qui peuvent aujourd'hui aider les enseignants à faire des apprentissages en fonction du rythme des élèves, de façon différenciée, mais sans les stigmatiser et sans faire des groupes ségrégés à l'intérieur des groupes de classe. Donc on voit que, exactement de la même manière, est-ce que le journaliste va être remplacé,
l'enseignant se pose la même question aujourd'hui. À nous de l'accompagner vers les usages positifs de ces outils et d'en tirer tout le potentiel de développement. Une réaction là, dans le public après. Juste un mot, parce que ce qui me semble sur l'éducation aux médias, c'est qu'il faut vraiment changer d'échelle. Et quand on parle de l'éducation aux médias, de la 6e à la terminale, en fait, je suis un peu inquiet. À la chance, en fait, on s'est aperçu, à force de co-construire les interventions avec les enseignants, qu'il était important, essentiel, vraiment très utile d'intervenir dès la maternelle. Dès la maternelle, parce que l'éducation aux médias, au fond, ça consiste à partager avec des jeunes des pratiques journalistiques qui rappellent l'importance du travail de terrain, l'importance qu'il y a à s'éloigner de sa zone de confort, l'importance qu'il y a à penser contre soi-même. Donc on peut, par exemple, découvrir la vie de quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, mais avec l'éducation aux médias, on apprend énormément de choses sur des gens qui habitent à l'autre bout de votre rue, quoi. Donc c'est un changement d'échelle qui n'est pas facile actuellement en France, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones blanches à l'échelle de départements entiers. Je pense au Vaucluse, par exemple. Le Vaucluse est un département vallonné dans lequel il n'est pas évident de se déplacer. Il y a des frais en cause qui font qu'il est très compliqué. Donc en termes générationnels, d'une part, en termes géographiques, d'autre part, je pense vraiment qu'il faut changer d'échelle. Juste une dernière chose, parce que je me sens un petit peu obligé de relayer la parole des bénéficiaires de la chance qui sont devenus entre-temps de jeunes journalistes. Et on est passé un petit peu rapidement tout à l'heure sur la réflexion de Jean-Marie Charon qui expliquait que certains jeunes journalistes disent que dans leur rédaction, c'est l'intelligence artificielle ou éventuellement l'algorithme qui est leur rédacteur en chef. J'étais très frappé par une conversation récemment avec justement un jeune journaliste qui m'expliquait qu'il avait enfin trouvé un CDI pour un média et qu'on lui fait faire exactement le contraire de ce qu'il a appris à l'école de journalisme. C'est-à-dire qu'à l'école de journalisme, on lui a expliqué, par exemple, que dans un lead, donc un premier paragraphe, enfin, un début de papier, il fallait répondre assez rapidement aux fameux 5 W, qui, quoi, pourquoi, comment, etc. Qu'il fallait un titre assez court. Dans ma génération, on a appris ça. Il faut des titres courts, parce qu'il faut que le titre rentre dans le format papier, etc. Aujourd'hui, on lui apprend qu'il faut des titres longs, de préférence interrogatifs, dans lesquels il y a une sorte de promesse. On vous promet, à condition de lire le papier, bien sûr, qu'on va répondre à cette question. L'information, il vaut mieux qu'elle soit à la fin du papier, parce que Google, en particulier, peut suivre dans quelle mesure vous avez scrollé, comme on dit, hein, vous êtes descendu et vous êtes allé jusqu'à la fin du papier. Donc on arrive là dans un monde tout de même paradoxal, qui est que dans l'éducation aux médias, en effet, dès la maternelle, si tout va bien, on participe à l'émancipation citoyenne, on va dire ça comme ça. Dans les médias, en revanche, au fur et à mesure que les algorithmes et l'intelligence artificielle deviennent, dans le pire des cas, nos rédacteurs en chef, nous allons dans un autre sens. C'était juste la question de l'éducation aux médias nous rassemble tous, et on n'a jamais été aussi près d'être... on n'a jamais fait autant de progrès, je trouve, sur l'éducation aux médias, et d'arriver peut-être à quelque chose où on passe à l'étape supérieure, et c'est ce qu'on a à peu près tous envie de faire, et on a collaboré avec les syndicats, avec l'éducation nationale et autres. Moi, je vois quand même un petit danger. Il ne faut pas qu'on oublie que l'éducation aux médias à l'information, c'est avant tout autour de l'information, et qu'on reste bien concentré sur les notions de base, qu'on ne les oublie pas, parce qu'il faut aussi s'occuper de l'apprentissage des réseaux, des techniques, etc. Restons quand même bien focalisés sur les apprentissages fondamentaux de l'éducation aux médias. Je ne vais pas être long.
290 000 enseignants qui sont inscrits cette année. On n'a jamais eu une telle mobilisation et les pouvoirs publics et notre ministère et le ministère de la Culture et un certain nombre de ministères poussent à fond parce qu'ils considèrent aujourd'hui que l'éducation aux médias et à l'information doit irriguer les politiques publiques en matière éducative. Quand vous écoutez Édouard Geffray parler des directeurs généraux de l'enseignement scolaire d'éducation aux médias, il parle d'un enjeu vital pour l'éducation nationale. Merci. Je vais être très très brève. Agnès Rousseau, je suis directrice de l'hebdomadaire Politis et on a contribué avec une centaine de médias indépendants à créer une plateforme de revendications ou de propositions, 59 propositions, dans le cadre des états généraux de la presse indépendante, qui nous a valu évidemment d'être auditionnés et entendus par les différentes commissions. Moi, je voulais faire un pas de côté sur l'éducation aux médias et revenir sur la question de la lutte contre la désinformation. Il me semble qu'il y a un sujet qu'on a peu abordé, si ce n'est un peu dans l'indépendance des médias, qui sont aussi comment la désinformation circule par les médias. Et je pense en particulier à un média, qui est CNews, qui a fait l'objet de nombreuses interventions ces dernières années pour des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d'incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, de manque d'honnêteté dans l'information. Alors évidemment, il y a des questions déontologiques derrière ça, mais il y a aussi le non-respect de la convention de CNews. Et ma question, alors je vais pas revenir sur des faits qui sont extrêmement documentés et je pense que tout le monde ici est conscient de la chose. Ma question, elle est quelle position des EGI sur cette question, sur l'attribution notamment des fréquences de TNT qui sont aujourd'hui un bien public, un bien commun et qui, faute de régulation efficace, peuvent devenir, comme avec CNews, un vecteur important de désinformation. Et quel signal et quel message on envoie dans la lutte contre la désinformation et dans l'éducation aux médias si le régulateur et les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de traiter cette question de manière ferme et efficace. Alors, ce sujet de régulation, on revient au début, mais effectivement, il y a la régulation de la presse écrite, la régulation audiovisuelle qui est différente. On va continuer le tour et on reviendra après pour cette question-là. Croyant vos rêves, tout arrive à qui sait attendre. Je m'appelle Xavier Eutrope, je suis journaliste à la Revue des médias de l'INA. J'ai écrit beaucoup de papiers sur l'éducation aux médias, notamment en relation avec le CLEMI. Il y a quelques années, j'ai suivi une classe de 5e des Yvelines pendant 6 mois pour suivre leurs activités dans une classe média. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'enseignant dans un master pro en intelligence et innovation culturelle à Aix-Paris 7, je ne sais plus comment s'appelle la fac maintenant. Et ce n'est pas un master qui se destine à former des journalistes, mais plutôt des gens qui vont travailler dans l'encadrement, dans les activités culturelles et ainsi de suite. Moi, j'y ai intervenu en tant qu'enseignant en écriture journalistique, et en fait, je pensais juste y aller pour leur expliquer comment écrire un article, avoir les règles pour le lead et ainsi de suite, les 5 W. Et en fait, je me suis rendu compte que je leur ai expliqué comment on traitait de l'information. C'est des gens qui ont déjà une certaine expérience académique, ils savent écrire des papiers académiques, etc. Ils ne savaient pas comment traiter l'information. Ils ne savaient pas qu'il fallait, par exemple, 3 sources parfois contradictoires pour faire un article, pour donner un point de vue sur un contexte qui ne soit pas trop biaisé. Pour eux, un témoignage donné sur Internet, sur les réseaux sociaux, était plus valable qu'un papier, qu'un reportage fait par un média, parce qu'ils n'aimaient pas les médias en question. Moi, je suis un peu défaitiste, qu'on a beaucoup de retard à rattraper dans le cadre de l'éducation aux médias. Et je pense, ça a déjà été évoqué, qu'il faudrait vraiment repenser. Alors, je suis d'accord avec Serge, il ne faut pas tout repenser parce qu'il y a déjà des tas de choses qui sont bien faites, mais il faut inclure toutes les classes d'âge. Et en fait, je pense que ça a été vite passé, mais je pense que c'est un drame parce qu'aujourd'hui, en fait, si on forme les nouvelles générations, c'est super. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment si en fait leurs aînés, nous, les frères, les sœurs, les grands-parents, les parents, on n'a pas les mêmes réflexes et pas les mêmes valeurs. En fait, une société peut fonctionner que si on a à peu près les mêmes cadres, les mêmes façons de voir les choses. Si on commence à ne pas se parler avec le même langage et qu'il y a des personnes qui ne voient pas l'information de la même manière, moi je suis très pessimiste. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard et j'ai l'impression que les politiques qui sont formés, le CLEMI fait un travail super, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il y a une autre réaction ici, et puis après Jérôme. Désolée, j'interviens juste 2 minutes, bah oui. CFDT journaliste, Marie-Madeleine Sèvres. C'est la préconisation numéro 6 du CESE.
Renforcer l'éducation à l'information à tous et à toutes, à tous les âges de la vie. C'est une préconisation que nous avions faite quand on avait été auditionné. Donc je permets d'insister et ça a été retenu par le CESE. Je crois qu'il y a une action. Et après, Jérôme. Oui, juste pour rappeler rapidement, tout le monde parle d'éducation aux médias et je pense qu'on est aux assises de Tours du journalisme, donc un peu aussi dans notre bulle informationnelle, comme on dit, parce que je tiens à rappeler en tant que journaliste de terrain qu'il y a un éléphant dans la pièce dont on ne parle jamais, c'est la com. On nous parle de fake news ou de fausses informations. Moi, j'ai eu l'impression qu'on est un peu venu me chercher en tant que journaliste pour me demander ce que c'était mon métier, comment je savais que je donnais de la vraie information. Alors, de faire le pompier, ça fait 10 ans qu'on laissait assimiler, notamment des gens qu'on appelle les influenceurs, à des journalistes, parce que tout ça, c'était du producteur de contenu. Et que dans la rhétorique aujourd'hui, nous, on doit se battre dans nos rédactions pour ne pas être qualifiés de producteurs de contenu, en fait. Donc il faut y penser, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a une agressivité de la communication, qui était déjà ultra agressive avant. Je vous rappelle qu'on a quand même eu patron de TF1, si je ne me trompe, qui nous disait qu'il était là pour vendre des minutes de cerveau vide à Coca-Cola. Ça n'a pas changé. C'est même accéléré, en fait. Donc, face à ça, nous, effectivement, avec nos petites mains et notre éducation aux médias, on peut y aller. Il va peut-être falloir, effectivement, penser, c'est même pas des algorithmes, mais à les freiner, eux, en fait. Où qu'ils soient, milieu économique, milieu politique, local, national. À la plus haute échelle de notre République française aujourd'hui, on a un président de la République qui va rencontrer des influenceurs. Quelle crédibilité on donne derrière à des journalistes qui font des interviews, en fait. Et ça, il faut le faire partout. Quelle crédibilité on a quand on expose des informations, quand on trie des journalistes, quand on nous demande de trier des photos, de trier des vidéos, etc. en fait. Donc, je tenais juste à rappeler absolument cette pression-là qu'on subit au quotidien, quel que soit le média, quel que soit notre lieu d'exercice. Jérôme. Oui, merci. Je voulais juste prendre quelques temps pour lancer une petite bouteille à la mer que j'ai entendue dans les débats depuis hier sur l'éducation à l'information, qui est le terme qu'on a toujours retenu ici aux Assises depuis 17 ans, que la première journée des Assises est systématiquement consacrée à l'éducation à l'information, parce que je pense que bien s'informer, ça s'apprend. On a vu passer beaucoup de combats, de débats. Le Clémy, et il faut le rappeler ici, c'est pas parce que Serge est là, fait un travail remarquable chaque année et de plus en plus impressionnant, mais que nous l'affirmons également, on ne peut pas dire, puisque l'école fait son travail et qu'elle le fait de mieux en mieux, la question de l'éducation aux médias est traitée. La question de l'éducation aux médias à l'information, ça a déjà été dit, c'est une conviction profonde, c'est un combat tout au long de la vie. C'est l'éducation aux médias tout au long de la vie, l'éducation à l'information tout au long de la vie, et de tous les acteurs. Et de dire, passer le bac, le problème est terminé. Il n'y a pratiquement rien. On a tenté de faire des choses ici aux Assises avec peu de succès au niveau de l'université. Il n'y a pratiquement aucune action sérieuse dans les universités françaises sur l'éducation à l'information. On a essayé de voir tout ce qui, au travers des prix de la médias qu'on remet ici chaque année, comment on pouvait aller chercher l'initiative de terrain, et on en voit chaque année dans les hôpitaux, dans les milieux carcéraux, il y en avait encore hier, dans les médiathèques et les bibliothèques, où il y a un champ immense d'intervention possible. Il y a 18 000 médiathèques et bibliothèques en France, qui sont des lieux proches du territoire, d'un maillage incroyablement complémentaire de ce que peut offrir l'éducation nationale. Et ces médiathèques et ces bibliothèques, et ça rejoint une question qu'évoquait Pascal tout à l'heure, on n'appuie pas sur le bouton central, parce que l'éducation nationale a quelques vertus, et après ça descend, il y a la quasi-incapacité, ça fait 1 an qu'on a créé ce prix médiathèque et bibliothèque, quasi-incapacité à aller transmettre l'information à tous les acteurs, parce qu'il n'y a pas de bouton central dans les bibliothèques. C'est les mairies, c'est les agglomérations, c'est une multitude d'acteurs, et que le ministère de la Culture, que je tanne beaucoup sur ces sujets, est lui-même tout à fait d'accord de reconnaître qu'il n'est pas en mesure de centraliser cette information. Il y a donc une identification des acteurs, par exemple une proposition qui est née des Assises et qui a depuis un certain succès, qui est
résidences de journalistes. C'est une proposition des assises qui a vu le jour et qui a pu voir le jour grâce à quelques circonstances favorables. Eh bien, elle offre accessoirement aussi un complément de revenus parce que le ministère de la Culture l'a doté et qu'on voit bien que le MI est devenu aussi pour un certain nombre de journalistes une source de revenus et que c'est pas rien. Mais tout ça aussi n'est pas identifié. On n'est pas en mesure aujourd'hui sur notre site mediaeducation.fr qui avait cette ambition. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de dire quels sont tous les appels à candidature parce que les DRAC ne sont pas en mesure de le faire, qui sont mis sur le territoire pour des résidences de journalistes. Donc on a un énorme problème il faudrait pour ça qu'il y ait un gros travail d'identification de tous les acteurs. Et depuis 5 ou 6 ans, et j'en terminerai par là, mais ça, j'ai vu passer toutes les initiatives. Il y a 2 ans, tous ensemble, on lançait un grand appel pour dire il faut que l'éducation à l'information soit la grande cause nationale. Bon, ça nous a permis de nous doper un peu, mais on a vu que ça n'avait pas été. Après, il y a 5 ou 6 ans, on avait lancé un appel pour dire il faut une délégation interministérielle à l'éducation aux médias. J'avais même écrit là-dessus. Bon, là, on rêve d'un poste pour je ne sais quel député, d'un secrétaire général, mais on est tous à la recherche de ce qui va pouvoir donner une visibilité et une cohérence de tous les acteurs, ministère de la Culture, ministère de la Ville, ministère de l'Agriculture, ministère de la Citoyenneté, enfin tout ce qui est en jeu, comment on peut fédérer tous les acteurs et les faire connaître. Moi, je reconnais que, très humblement, on pensait avec mediaeducation.fr être un outil assez utile. Je pense qu'on l'est, mais on est très en deçà des enjeux. Donc ça ne fonctionne pas. Il y a une multitude de sites qui ont été créés par des associations incroyablement efficaces de journalistes, entre les lignes, etc. Je ne vais pas les citer, mais tout ça ne suffit pas. Et une idée qui est apparue dans un débat ce matin qui m'a tilté, je me suis dit, il faut quand même la répercuter, c'est de dire, mais après tout, on va avoir un beau débat pour savoir à qui l'État attribue ces chaînes de la TNT dans les 2 mois qui viennent, indépendamment du débat de CNews. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la puissance publique fait de sa TNT et de l'usage qu'elle en fait? On a vu le débat qu'il y a eu autour de Culture Box, né du confinement, mais qui était un sujet, je trouve, qui a donné lieu à des choses intéressantes. Eh bien, cette idée qui n'est pas de moi, mais que j'entendais dans les débats ce matin, de dire pourquoi pas se mobiliser tous les acteurs, justement, tout au long de la vie, au-delà des frontières ministérielles et des frontières des métiers, de dire, eh bien, dotons-nous d'un outil qui serait une demande auprès du l'ARCOM d'avoir une attribution TNT pour une chaîne dédiée à l'éducation, à l'information, et qui rassemble justement toutes ces innombrables initiatives que l'on voit sur le terrain en permanence et qui lui redonne un corps et qui surtout permettrait d'avoir un débat public un peu puissant pour dire qu'est-ce qu'on fait des ondes que l'État remet aux acteurs. Encore une fois, je repense à Culture Box. On s'est beaucoup gossé de Culture Box, mais je trouve que ça a trouvé sa place et qu'il y a des choses à faire. Voilà, pardon. Mais donc, je jette ça à la mer parce que je trouve que si la bouteille revient quelque part, ça peut être intéressant. Oui, je voulais juste réagir à cette question de l'attribution des fréquences. Mais d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'avez beaucoup enrichi et vous avez bien mérité votre nom d'Agora. Donc merci beaucoup. Non, mais sur l'attribution des fréquences, simplement un petit réflexe de régulateur, et c'est un peu ce que j'ai entendu aussi ce matin dans l'interview de Roch-Olivier Mestre sur France Inter. Je crois qu'un régulateur, c'est un bras armé qui essaye de faire le lien. Si vous n'aimez pas bras armé, c'est un élastique qui essaye de faire le lien entre des objectifs d'intérêt général et un marché. C'est ça un régulateur. Et donc les objectifs d'intérêt général, c'est la loi qui les fixe, avec éventuellement une jurisprudence, etc. C'est la loi qui les définit. Et ensuite, le régulateur, c'est l'élastique, voilà, qui essaye de faire en sorte que le marché il se rapproche de ses objectifs. Voilà. Ou si vous préférez la parabole du bras armé, il a différentes cartouches, des ogives de plus en plus grosses. Voilà. Puis à la fin, il y a la bombe atomique, c'est le retrait des fréquences. Voilà. Puis vous avez des choses, des grosses ogives, comme par exemple la non-reconduction d'une autorisation. Puis vous avez des plus petites choses, comme les sanctions, etc. Voilà. Donc il faut lire ça à l'intérieur de cet objectif d'intérêt général. Et donc,
si effectivement il y a une contradiction entre cet objectif d'intérêt général et certains comportements économiques dans le marché, eh bien, c'est le rôle du régulateur de tirer un peu sur l'élastique pour se rapprocher de l'objectif. Vaste débat. Bon, merci à tous en tout cas, et puis rendez-vous en juin pour les conclusions de ces EGI.